Bienvenue à ce webinaire organisé par l'Union TLF intitulé La logistique urbaine, un atout au service des territoires. En ce qui me concerne, j'ai le plaisir d'inviter Éric Aymard, président de l'Union TLF, mais également président du groupe ID Logistique, à donc introduire cette fois-ci officiellement l'ensemble des tables rondes de cette matinée. Éric Aymard, si vous le voulez bien. Oui, merci Jérôme. Et je prends que quelques secondes pour d'abord remercier l'ensemble des intervenants de haut niveau et qui ont vraiment travaillé sur ces sujets de longue date. Merci de consacrer cette matinée à ce sujet de logistique urbaine qui est un sujet absolument crucial pour l'évolution de nos métiers. Je laisserai bien évidemment tout à l'heure Christophe et Ariel présenter chacun des membres. Je pense que c'est plus simple que ça se fasse au niveau des deux tables rondes qui vont se préparer, mais je les remercie collectivement du temps qu'ils veulent bien y consacrer. Juste pour souligner peut-être deux points, c'est que la logistique urbaine fait partie des 4 sujets qu'on a identifiés comme absolument stratégiques pour l'évolution de notre métier. Donc les 3 autres sont la compétitivité française en termes de logistique, la transition énergétique et le 3e est un peu l'organisation logistique du territoire. Et ce 4e sujet, la logistique urbaine, est à mettre vraiment maintenant au niveau parce qu'il structure à la fois notre organisation, nos hommes, nos matériels, et donc va prendre un prix et va prendre une importance de plus en plus importante. Alors le 2e point, c'est la complexité du sujet, c'est son extrême diversité. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé, au niveau de TLF, que de l'aborder à travers des tables rondes dans lesquelles on prend le temps de s'écouter, de comprendre des problématiques qui peuvent être différentes, vont permettre finalement de trouver cas par cas les solutions les mieux adaptées, parce que si on a une philosophie dans ce domaine-là, c'est de dire que justement il n'y a pas de règle générale et que c'est fondamentalement une problématique de méthode, de travail entre élus, entre professionnels, entre personnes dédiées, et pour faire émerger les bonnes solutions. Mais à chaque fois, toute solution, elle a un point commun, c'est qu'elle doit préserver une cohérence dans son ensemble. C'est que si on veut tel type de choix, il faut bien voir ce que ça implique en amont, en aval. Et donc, là, peut-être plus que encore dans d'autres domaines, la méthode et la capacité de concertation est clé. Voilà. Donc, c'est juste pour mettre ces points en avant. Je ne vais pas monopoliser plus de temps. Encore une fois, merci à tous nos prestigieux intervenants d'être présents, et je passe tout de suite la parole à Christophe Schmitt pour la première table ronde. Merci à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Schmitt. Je préside la commission logistique urbaine depuis sa création, et je suis le directeur des relations institutionnelles pour l'entreprise Epner. Bienvenue à notre première table ronde. Elle est organisée donc à l'occasion de la sortie du manifeste que nous avons rédigé avec la commission logistique urbaine. Il s'agit d'un appel au dialogue qui est lancé en fait en direction des exécutifs des grandes métropoles pour ensemble mettre en œuvre les meilleures solutions pour garder nos centres urbains attractifs et dynamiques, tout en respectant l'environnement et le bien-être des citoyens. À cette occasion, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur le thème « La logistique urbaine, un levier économique et social au cœur du vivre ensemble ». Et pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de la logistique urbaine, ce service indispensable pour tous, mais d'une complexité souvent insoupçonnable, je suis entouré de M. Damien Pichereau, qui est député de la Sarthe, vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, M. Adrien Bézia, chargé de recherche en géographie à l'Université Gustave Eiffel et spécialiste en modélisation de la logistique urbaine, M. Jean-François Autier, architecte urbaniste et élu à l'Ordre des architectes d'Île-de-France, M. Dominique Ritz, directeur du bassin de la Seine voie navigable de France, et M. Étienne Chafour, directeur Île-de-France de France Urbaine. Je commencerai peut-être par M. Adrien Bézia de l'Université Gustave Eiffel. Vous êtes chargé
de la modélisation, enfin, vous êtes un spécialiste, pardon, de la modélisation de la logistique urbaine. Selon vous, quelle est votre analyse de la place de la logistique urbaine dans les villes d'aujourd'hui, aussi bien dans son caractère spatial que social? Alors, bonjour à tous d'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde. Donc, en ce qui concerne la place de la logistique urbaine dans les villes, pour répondre à votre question, si je devais caractériser en un mot, en un adjectif, la place de la logistique urbaine aujourd'hui, je dirais que cette place, elle est paradoxale. Ce paradoxe, en fait, il tient au fait qu'il y a, à mon sens, une forme de déconnexion, une certaine dissonance entre la place qu'elle prend, cette activité concrètement, et la place qu'on lui accorde socialement, politiquement et même physiquement, en fait, concrètement dans l'espace public. En effet, d'une part, la logistique urbaine, c'est une activité qui est absolument structurante de l'espace fonctionnel des villes. On estime aujourd'hui que le transport de marchandises en ville, c'est environ 10 à 15% des flux de véhicules en ville. C'est à peu près 20% des véhicules kilomètres, à peu près 25% des véhicules kilomètres en équivalent véhicule particulier. Donc ça représente une part de la mobilité urbaine qui est vraiment considérable. Donc déjà, il y a une importance de l'activité en termes purement de volume de flux. Par ailleurs, de manière peut-être un peu plus fondamentale, c'est une activité absolument vitale pour le fonctionnement des espaces urbains. Sans livraison, on n'a pas d'approvisionnement des magasins, des hôtels, des cafés, des restaurants, des artisans, des entreprises industrielles, des bureaux. Par ricochet, du coup, on n'a pas non plus d'approvisionnement des habitants du territoire sans livraison. Donc les habitants n'ont pas accès aux ressources et aux produits qu'ils souhaitent se procurer. Voilà, donc il y a déjà cette importance de la place de la logistique urbaine qu'elle prend. Et je dirais qu'il y a une prise de conscience de cette place que prend l'activité de la logistique urbaine en ville. Cette prise de conscience, c'est un phénomène qui émerge environ depuis une vingtaine d'années, je dirais, depuis la fin des années 90 en gros. Et on va dire que dans cette émergence de cette prise de conscience, je dirais que la crise sanitaire qu'on vit actuellement a joué un rôle absolument considérable. La crise sanitaire, elle a mis la problématique de l'approvisionnement sous le feu des projecteurs, à la fois, ne serait-ce que pour l'approvisionnement des produits de consommation courants, pour l'approvisionnement des produits essentiels à la gestion de la crise sanitaire aussi, que ce soit les masques, les vaccins, etc. En fait, finalement, on a rarement autant parlé dans les journaux de logistique qu'en 2020 et 2021. Et je dirais que de manière un peu plus nouvelle aussi, cette crise, elle a aussi mis sous le feu des projecteurs les travailleurs du transport et de la logistique, en fait, les travailleurs qu'on a dit essentiels. La logistique, il faut dire que c'est aujourd'hui environ un peu moins de 2 millions de travailleurs. En Ile-de-France, c'est quasiment 10%, c'est un peu plus de 10% des actifs, donc c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens, avec des emplois souvent non délocalisables, qui sont d'ailleurs, qui peuvent être menacés par ailleurs, hein, sous d'autres formes, par d'autres formes d'évolution, notamment l'évolution technologique, puis aussi la nécessité de s'y intéresser pour les pouvoirs publics. La crise de la Covid, donc, elle a mis cette problématique sur le devant de la scène. Par ailleurs, je dirais qu'elle va probablement jouer aussi un rôle important dans la transformation de cette logistique, dans la transformation des modes d'approvisionnement des ménages. J'ai eu le temps rapidement de feuilleter le manifeste publié par TLF, qui parle d'une augmentation de 18% des achats en ligne pour les produits non alimentaires, 43% pour les produits alimentaires et surtout 41% des achats en ligne auprès des enseignes de magasins. Donc les comportements, ils changent, ils deviennent plus omnicanaux. Alors évidemment, ces tendances, elles préexistaient à la crise, hein, bien sûr. Il y avait déjà une augmentation du commerce, mais elles ont certainement été renforcées par la situation sanitaire. Donc évidemment, on manque encore un peu de recul pour analyser ces évolutions, mais c'est pas du tout surprenant, par exemple, que les confinements successifs aient été pour beaucoup de gens, je pense par exemple aux personnes âgées, une période de socialisation à certains types de pratiques, comme les achats en ligne typiquement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans diverses enquêtes qui ont pu être menées à la fois pendant le confinement et après, notamment le premier confinement. Et donc, étant donné l'explosion de cette consommation qui devient omnicanale, qui est de plus en plus omnicanale, la diversité des besoins logistiques est de plus en plus énorme. Moi, dans ce contexte, j'aurais tendance à penser que la logistique, étant donné la diversité des besoins, et j'insiste sur ce mot de diversité, la logistique urbaine, elle est plurielle, il y a plusieurs logistiques urbaines, il n'y a pas une logistique urbaine. Et étant donné cette diversité, j'aurais tendance à penser que la logistique, elle va encore rester longtemps très largement dépendante de la route. Les exigences de flexibilité, de rapidité, de livraison en porte-à-porte font qu'en l'état actuel des choses, la route elle est encore largement incontournable pour la majorité des besoins en approvisionnement en ville. Et le fait que le transport routier, et en particulier le transport routier motorisé, soit encore incontournable, ça provoque un certain nombre de ce qu'on appelle, nous, en économie, des externalités négatives. Les externalités liées au transport routier, on les connaît bien, je n'ai pas besoin de les rappeler, pollution locale, gaz à effet de serre, bruit, risque d'accident, congestion routière, etc. Et c'est là tout le problème, finalement. Bien que la logistique urbaine soit une activité qui prend beaucoup de place, c'est paradoxalement une activité à laquelle on accorde relativement peu de place.
à la fois dans notre imaginaire collectif, dans la planification des politiques publiques, dans l'aménagement physique des espaces urbains. Et en d'autres termes, à mon sens, c'est nécessaire aujourd'hui que la logistique soit reconnue comme une activité urbaine à part entière et une activité vitale. Il faut lui accorder de la place en ville. Ce constat, il faut l'entendre dans tous les sens du terme. Il faut faire à la fois de la place à la logistique dans les processus de décision politique, mais aussi tout simplement, il faut faire de la place dans l'espace public pour permettre d'optimiser les opérations logistiques. Il faudrait être capable de déployer ou de permettre de se déployer un immobilier logistique en centre-ville. Il faut des aménagements qui soient adaptés dans les espaces publics, qui soient pensés pour l'activité des livreurs. Et force est de constater qu'après 20 ans, en gros, de politique publique en logistique urbaine, le bilan de l'évolution de la logistique est relativement maigre. En termes de politique publique, on a su mettre en place, et heureusement, des réglementations qui ont poussé les transporteurs à moderniser leur flotte de véhicules. Ça, c'est bien. Ça a eu un effet positif indéniable sur la qualité de l'air, mais ça reste malgré tout une posture très défensive face au trafic, face au transport de marchandises en ville. Finalement, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Des dizaines de projets, d'expérimentations qui ont servi de vitrine aux évolutions de la logistique urbaine, notamment parce qu'elles ont souvent occupé une certaine place médiatique. Sur ces expérimentations, il y en a certaines qui ont marché, il y en a beaucoup qui ont échoué ou qui n'ont pas marché aussi bien qu'on espérait. Ce qu'on peut regretter, c'est que le passage du stade de l'expérimentation, du stade de la vitrine, au stade de la solution qui puisse être déployée à grande échelle, ce soit pas toujours faite, pas toujours bien faite en tout cas. Et donc on en revient finalement un peu à la place paradoxale de la logistique que j'évoquais au début de ma réponse à votre question, et je terminerai là-dessus. D'un côté, la logistique urbaine, c'est indubitablement une activité qui est profondément structurante de l'espace fonctionnel des villes et de ce fait, elle prend une certaine place. C'est une activité à laquelle une certaine place médiatique est laissée, par le biais d'une communication, sur des expérimentations, sur des projets qui tiennent finalement lieu de vitrine. En revanche, concrètement, c'est une activité à laquelle, pour tout un tas de raisons, on accorde relativement peu de place dans les faits, à la fois dans la planification politique et dans l'aménagement concret physique de l'espace public. Donc je pense que l'enjeu central pour les prochaines années, ça va être d'arriver, pas seulement pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises, c'est important de bien le préciser, à dépasser le stade de la vitrine et de l'expérimentation, et c'est nécessaire pour qu'on arrive enfin à accorder finalement à la logistique urbaine sa place d'activité vitale structurante de l'espace des villes. Merci, monsieur. Donc, il faut faire de la place à la logistique, on peut dire. Monsieur le député, la logistique, effectivement, est une thématique de plus en plus centrale dans le cadre des politiques locales, dans les grandes agglomérations, mais aussi maintenant dans des agglomérations de taille plus modeste. Comment se traduit l'articulation entre les décisions et les orientations nationales et la mise en œuvre des applications locales ? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux, puisqu'on a encore le droit de le faire. On est encore au mois de janvier, en espérant que cette année soit plus calme et que je puisse revenir rapidement visiter vos belles entreprises. Je souhaiterais revenir aussi très rapidement sur l'orientation nationale globale, car finalement, la logistique urbaine, c'est le dernier maillon d'une chaîne globale qui commence au niveau international et puis qui finit à l'échelle du quartier, de la rue et puis finalement même de la maison. Alors cette orientation, cette politique, on l'a basée à la base sur 3 missions. En réalité, qui ont existé, les missions gouvernementales qui ont été menées soit par des parlementaires comme moi, soit par des personnes de la société civile, des experts qualifiés. Ça a commencé par la mission sur le véhicule utilitaire léger que j'ai eu la chance de mener et qui finalement a assez rapidement dévié avec des propositions relatives aussi à la logistique urbaine. On a eu aussi la mission menée par Éric Aymar, que vous connaissez bien, qui a eu l'occasion d'introduire cette table ronde, et Patrick Daher sur la compétitivité de la chaîne logistique, et enfin la mission qui est actuellement en cours sur la logistique urbaine menée par Anne-Marie Hydrac avec Jean-Jacques Bolzan et Anne-Marie Jean. Suite à ces missions, on a une part finalement d'application immédiate des propositions qui sont faites, soit de manière réglementaire, soit de manière législative, dans la LOM notamment, dans la loi d'orientation des mobilités. Et puis on a le reste qui n'est pas pour autant oublié, mais qui vont être des actions de plus long terme, ou alors qui vont nous servir de nourrir le débat parlementaire. Concrètement, cette orientation, elle est axée autour de 3 choses. Très rapidement, la logistique internationale, où là, l'objectif, ça va être vraiment de renforcer l'attractivité de la France, notamment de ses ports, et on l'a vu il y a quelques jours avec l'inauguration d'une nouvelle grue, plateforme de déchargement au Havre, notamment avec le Premier ministre et Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. La logistique nationale, et qui là est vraiment en lien finalement avec la logistique urbaine de manière très très proche, où on va chercher à favoriser le report modal,
dans le plan de relance, rapidement, on a 175 millions d'euros, par exemple, sur le fluvial pour rénover justement nos canaux et permettre d'augmenter la part modale aussi du fluvial parce qu'on est convaincu que c'est un mode qui est peut-être pas assez utilisé et qui est pourtant vertueux. Ça, c'est une certitude. Et aussi sur le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est 4,7 milliards en tout qu'on met sur le ferroviaire dans le plan de relance, avec une grande part sur la SNCF, notamment pour la dette de la SNCF, mais aussi une ambition qui est doublée la part modale du transport ferroviaire, avec notamment des aides à la pince qui vont permettre de gagner en compétitivité pour ce mode-là. Néanmoins, et je rejoins totalement ce qu'a dit M. Béziat, on est conscient, en tout cas moi je le suis, que le transport routier aujourd'hui restera majoritaire. Même si vous doublez la part du ferroviaire, on passe de 9 à 18%. Finalement, si on augmente le fluvial, c'est très bien aussi, mais on ne va jamais réussir à avoir une majorité de nos marchandises qui vont passer en dehors des routes. Donc demain, le transport routier de marchandises restera majoritaire, c'est une certitude. L'objectif alors, c'est de verdir notre parc, de faire en sorte que, et puis de revoir aussi la chaîne logistique, mais ça j'y reviendrai, mais surtout de verdir notre parc et de faire en sorte que les camions qui circuleront demain émettent moins de gaz polluants, moins de polluants globalement, de NOx ou autres, que ceux qui circulaient. Il y a déjà eu énormément de choses qui ont été faites et je pense qu'il faut le dire et on le dit vraiment pas assez. Quand on regarde l'évolution du transport routier de marchandises et des camions qui circulent entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui, il y a eu un gap qui est énorme qui a été franchi et il y a eu un vrai effort qui a été fait par les constructeurs et aussi par les transporteurs qui ont acheté ces camions-là. Quand on dit verdir le transport routier, ça a finalement deux objectifs. Il y a le premier qui est visible, qui est l'objectif écologique, mais on a aussi un objectif qui est économique, puisqu'il faut être conscient que le prix du gasoil, je suis d'accord qu'un Euro 6 va émettre très très peu finalement aujourd'hui de polluants, néanmoins le prix du gasoil est amené à augmenter. Et donc il faut absolument qu'on sorte des énergies fossiles, c'est un intérêt économique. Moi je ne veux pas que dans 10-15 ans, on ait des transporteurs qui viennent nous voir et qui nous disent aujourd'hui on ne peut plus payer le prix du gasoil, non pas à cause des taxes, mais tout simplement parce que le baril sera de toute façon trop élevé parce qu'on est sur une ressource qui se tarit et qui, même quand on peut avoir des réserves supplémentaires, coûte très cher à aller chercher. Je pense notamment au sable bitumineux. Donc, dans la LOM, on a pérennisé, jusqu'en 2022 pour l'instant, parce que après ça n'aurait aucun sens de le faire puisqu'il y a des élections nationales entre deux, le suramortissement pour les poids lourds au gaz naturel, au GNV. On l'a également étendu aux poids lourds de plus petite capacité. On l'a étendu aussi aux véhicules utilitaires légers pour que vraiment on puisse verdir le parc. Et puis, il y a également tout un autre axe, là, c'est dans le plan de relance, avec un bonus, c'est 100 millions d'euros qui ont été mis sur des véhicules lourds, électriques ou hydrogène. J'en viens enfin au thème d'aujourd'hui, la logistique urbaine. On aurait peut-être aimé parfois, et moi le premier, et on en avait beaucoup discuté avec Elisabeth Borne à l'époque, que la logistique, et notamment la logistique urbaine, prenne une place encore plus importante dans la loi d'orientation des mobilités, qui a été la grande loi transport de ce quinquennat, et la grande loi transport même depuis 1984, si mes souvenirs sont bons. On s'est posé la question, et je faisais partie même tout au départ, avant les auditions, un peu des partisans à cela, de se dire qu'on va être... on va obliger finalement les collectivités à installer un certain nombre, par exemple, on parlait d'immobilier logistique, on va aller obliger à installer et à réserver des places dans les villes pour ces choses-là. Ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que faire cela, c'était une très mauvaise idée, et malgré le fait que je pense que ça aurait été une bonne, aujourd'hui je peux dire que c'était une très mauvaise idée, puisque après discussion avec les élus, on s'est rendu compte que si les élus ne prennent pas d'eux-mêmes la volonté de faire les choses bien, et qu'on les oblige à le faire, elles les feront mal. Moi, j'ai eu un élu qui m'a dit, mais obligez-moi à mettre des places, je vais les mettre en plein milieu d'une zone industrielle, elles ne serviront à rien. Ouais. Et très concrètement, c'était ça. Donc, ce qu'on s'est dit, non, c'est aujourd'hui, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que les élus sur leur territoire, alors à l'échelle des métropoles, à l'échelle des communautés de communes ou de plusieurs communautés de communes qui travaillent ensemble, mettent en place des stratégies locales, des plans de déplacement pour les marchandises, comme elles l'ont fait et comme elles vont le faire pour celles qui ne l'ont pas encore fait, pour les personnes. Donc, c'était finalement de confier la gouvernance de la mobilité des marchandises à ce qu'on appelle les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité. Ce n'est pas, encore une fois, à Paris d'aller dicter ce qui va être fait sur les territoires parce qu'il y a autant de situations finalement qu'il y a de villes. La situation chez moi, au Mans, n'est pas la même qu'à Bordeaux, qu'à Lille ou qu'à Paris. Et ça, je pense qu'on en est tous convaincus.
Concrètement, comme j'ai dit, elles pourront notamment élaborer des plans de déplacement des marchandises, mettre en place une stratégie locale. L'objectif aussi, c'est d'avoir une cohérence territoriale. Il ne s'agit pas que dans une ville, par exemple, on interdise la circulation des poids lourds de 10h à 20h, et puis que dans la ville juste à côté, on soit de 9h à 17h, ce qui fait que les transporteurs ne comprennent rien, personne n'y comprend rien, et on n'arrive pas à avoir quelque chose de vertueux et quelque chose qui soit organisé, et on n'a qu'une certitude, c'est qu'il y aura des bouchons supplémentaires et qu'il y aura du mécontentement et que personne ne va comprendre ce qui se passe. Donc vraiment là-dessus, on a souhaité vraiment mettre en place une cohérence, mettre en place un comité des partenaires où les professionnels devront être présents, et je salue le fait que vous fassiez un manifeste, parce que le manifeste, il va être là aussi pour faire de la pédagogie, parce qu'on a vraiment ce besoin de pédagogie auprès des collectivités locales. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. J'étais dans le bureau du maire du Mans de l'époque, Jean-Claude Boulard, avant Stéphane Le Foll, et on parlait justement de logistique. Et lui me disait, mais chez moi, au Mans, il n'y a aucun problème, on a très peu de flux finalement, donc ça se passe bien, j'ai pas besoin d'en faire plus. Et au même moment, je regarde par la fenêtre et il y avait un poids lourd qui bloquait une rue, et je lui dis, bah, tu vois, il y a quelques problèmes finalement. Donc comme quoi, il y a vraiment ce besoin de dire, prenez cette compétence, on va vous accompagner, et c'est votre rôle, et c'est le rôle vraiment des fédérations professionnelles notamment, de dire on va vous accompagner, mais il y a des problématiques, il faut que vous empariez de ce sujet, et je tiens vraiment à le dire, bravo pour ce manifeste, parce que ça va dans le bon sens. Le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est Philippe Duron qui le disait très bien, c'est que finalement les colis ne votent pas. On a pris en compte le déplacement des personnes depuis très longtemps en France, puisque c'est le déplacement des électeurs finalement qu'on prend aussi en compte. Par contre, les colis, ils n'ont pas de carte d'électeur encore, donc on ne voit pas forcément les problématiques, alors que, comme l'a très bien dit M. Bézia, comme tout le monde le sait, ça a un impact directement pour la mobilité de tous et pour la ville et le vivre ensemble dans sa globalité. Le deuxième warning que je mettrais, et qu'il va vraiment falloir, encore une fois, faire de la pédagogie auprès des élus locaux, c'est que beaucoup confondent logistique et Amazon. Amazon est devenu, et encore plus sur l'année 2020, l'ennemi public numéro 1. Alors ça veut probablement dire qu'en France, les ventes d'Amazon vont complètement s'essouffler, qu'il n'y aura plus personne qui va commander sur Amazon. Non, je divague, je pense que c'est pas le cas, c'est juste que généralement en France, on va dire, c'est faites ce que je dis parce que je fais, et ceux qui crient le plus vendent beaucoup de leurs livres sur Amazon, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on a malgré tout cette vision, et qui est une vision quand même que je ressens de plus en plus aussi dans la population, de confondre logistique et Amazon. Et il faut bien rappeler que la logistique, c'est avant tout aussi pour pouvoir aller livrer les commerçants en produits locaux, notamment comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'en reviens à la LOM, et tout ce qui a pu précéder aussi la LOM et les assises de la mobilité. On a aussi la mise en place des zones à faible émission. Ces zones à faible émission, je sais qu'elles représentent énormément de craintes aujourd'hui pour les logisticiens, parce qu'on se demande ce qui va être fait. Il faut être très clair, la zone à faible émission, il ne s'agit pas de mettre les villes sous cloche. Ce qu'on dit très clairement, c'est que dans 15 villes, en l'occurrence les 15 plus grandes villes de France, ça c'était sur le premier plan, qui va être élargi et étendu suite notamment au projet de loi sur la Convention citoyenne sur le climat, au projet de loi climat, on va l'étendre à d'autres villes, métropoles assez grandes. On peut bloquer et interdire la circulation de certains véhicules qui sont encore une fois au choix des élus. On peut très bien dire on va interdire critère 1, critère 2, mais on va laisser par exemple les artisans ou les transporteurs rouler. Ça, c'est une possibilité à une rue, à un quartier, à un cœur de ville. Ça peut être un ensemble de quartiers, ça peut être plusieurs rues, mais là-dessus, on est très flexible. L'idée, ça va être de dire on va préserver certains espaces où finalement la voiture n'a plus vraiment raison d'être de la pollution. Donc, ces zones à faible émission, elles vont être mises en place dans les mois qui arrivent. On a déjà certaines collectivités qui les ont mises en place, ou en tout cas qui y réfléchissent énormément. Mais je suis assez convaincu que les élus locaux aujourd'hui vont prendre conscience, notamment pour une raison économique, qu'il faut réfléchir intelligemment et qu'il ne s'agit pas de mettre toute une ville sous cloche, parce qu'à un moment ou un autre, de toute façon, les commerçants locaux, les petits commerces, ils vont tirer la sonnette d'alarme, parce que encore une fois, je vais prendre l'exemple d'une ville que je connais bien, qui est Le Mans. Si demain, vous interdisez toute la ville du Mans et tout le cœur de ville du Mans aux voitures, vous avez toutes les personnes de la Sarthe qui ne viendront plus dans le cœur de ville et qui ne viendront plus au commerce et qui s'arrêteront aux centres commerciaux à l'extérieur de la ville, ce qui se passe déjà un petit peu. Donc aujourd'hui, les élus en sont conscients et je suis convaincu qu'ils prendront les bonnes décisions, et j'espère qu'ils les prendront en concertation avec les professionnels.
Pour conclure, puisque après on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, par de nombreuses questions, on a fait beaucoup, sincèrement, pour la logistique. Est-ce qu'on a fait assez? Je suis pas certain, parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont venues. On a eu un virus, on a eu plusieurs mouvements sociaux qui sont venus, mais on a fait beaucoup pour verdir et rendre surtout plus compétitif notre logistique. Et vous en êtes les premiers acteurs, et je peux le dire aujourd'hui, je vous en remercie vraiment, et je sais que vous avez toujours été là aussi, alors que ce soit TLF ou même les transporteurs transporteurs logisticiens de manière individuelle, vous avez toujours été là pour nous accompagner, pour nous apporter des idées qui bien souvent sont très bonnes, et vraiment je tiens à vous en remercier. Au niveau national, on a mis en place vraiment les outils, j'ai pu en détailler quelques-uns, et les accompagnements pour permettre et pour accélérer ce processus, parce que c'est le sens de l'histoire aussi. Maintenant, la balle est dans le camp vraiment des collectivités locales. Vous allez être là pour les accompagner, nous allons être là pour les accompagner. On a aussi France Mobilité qui va permettre d'être là pour vraiment faire un accompagnement au plus près de nos territoires. Et je suis convaincu qu'on va réussir ensemble, et sans polémiser, sans politiquer, parce que vraiment là, on est à un basculement, et je pense qu'on va réussir à créer quelque chose qui va être vertueux et qui va en même temps nous permettre de reprendre le lead et de regagner de la compétitivité. Merci, monsieur le député. Effectivement, tous ensemble, pour une logistique urbaine plus vertueuse, c'est l'objectif de notre manifeste, et c'est aussi une mission que FTLF se fixe de réunir l'ensemble de l'écosystème pour parvenir à des solutions. Sur ce thème-là, nous avons avec nous Jean-François Autier. J'imagine qu'un élu de l'ordre des architectes, bonjour monsieur Autier, j'imagine qu'un élu de l'ordre des architectes travaille sur de nombreux projets d'urbanisme. Selon vous, comment la logistique urbaine est-elle prise en compte par les collectivités locales, et peut-elle être une variable d'ajustement des politiques publiques? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Alors en effet, on est bien sur un sujet amont, et non pas une variable d'ajustement évidemment. En tant qu'élu de l'ordre des architectes, donc j'ai participé à la rédaction du manifeste sur le thème on va dire de la dimension publique de l'architecture et de l'urbanisme et de l'intérêt général. Donc c'est dans ce sens-là que j'interviens. Alors clairement. Pour nous, la question qui était vraiment très intéressante était de remettre en perspective la logique de logistique urbaine dans ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte et on a envie tous de vivre on est obligé déjà de vivre dans une ville dense, donc on n'a pas le choix, puisque la thématique urbaine, c'est la densité. On a donc besoin de concevoir ensemble ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, et la logistique urbaine, en fait, elle est vraiment déterminante de cette ville du quart d'heure. C'est cette idée qu'on puisse en effet relativement optimiser les flux, que ce soit les flux pendulaires de voyageurs, mais que ce soit aussi les flux de matériaux. Et c'est à partir de ce moment-là, et je pense c'est assez logique, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de prendre en compte la dimension plurielle de la logistique, qu'on se rend compte qu'elle ne peut pas être une variable d'ajustement, puisqu'effectivement, elle fait partie finalement des constituants principaux d'un système urbain, et sa logique plurielle finalement, elle a également une vraie dimension écologique. Voilà. C'est-à-dire que évidemment, on ne peut pas tout résoudre par des infrastructures, et ça vous l'avez dit. Même si on va travailler sur le fluvial, même si on peut sans doute optimiser le ferroviaire. On a un patrimoine, on a beaucoup de choses à faire. Il faut se rebaser sur l'idée que c'est la route, c'est l'espace urbain qui est support de cette logistique. Ça, c'est assez fondamental en effet, puisque c'est principalement, on va dire, par ce vecteur-là qu'on peut penser la logistique urbaine de demain. Et une logistique urbaine de demain vertueuse, finalement, c'est eh bien, probablement, imaginer des systèmes pluriels qui soient plus légers, plus adaptés, plus optimisés aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de camions qui circulent à vide ou pas assez pleins. Et donc, ça veut dire
et c'est là où je veux en venir par rapport à la réponse à sa question, l'anticipation en amont réglementaire de cette pensée urbaine, de la logistique urbaine, qui n'est pas aujourd'hui suffisamment finalement pensée en termes de réglementation urbaine et notamment dans les PLU. C'est-à-dire que une des actions concrètes qu'on pourrait mener assez rapidement, c'est qu'on voit bien là, j'ai voulu faire très rapide parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire un cours d'urbanisme, mais on voit bien que tout l'intérêt de cette pensée de la logistique urbaine appliquée à l'espace urbain, elle va prendre sens dans un PLU qui pourrait penser en amont la possibilité de créer tous ces locaux intermédiaires en pieds d'immeubles de façon à faire ce qu'on appelle du cross-docking, c'est-à-dire les changements de mode de transport, et donc finalement à penser ce maillage de façon beaucoup plus fin. Et donc pour répondre à votre question, pour moi, non, ce n'est pas une variable d'ajustement, et oui, ça peut se penser en amont, et il y a un outil qui est un outil réglementaire qui est le PLU. Merci beaucoup. Effectivement, la logistique doit être pensée en amont. Quant à la partie ajustement des politiques, je crois effectivement que ça ne peut pas être une variable d'ajustement, qu'elle doit absolument être intégrée, et on le reprend assez largement dans le manifeste, aux politiques globales. Monsieur Dominique Ritz, de votre côté, vous êtes en charge des voies navigables. Les voies navigables étaient un des principaux moyens d'accès au centre urbain jusqu'à l'aube de l'ère industrielle. Est-ce que vous pensez que le mode fluvial, dans la dynamique de l'évolution de la logistique urbaine de demain, le retour de ce mode est engagé? Moi, je suis intimement convaincu, et VNF est intimement convaincu qu'il y a un retour, il y a un retour du fluvial aujourd'hui, parce que ce fluvial répond ou va permettre de répondre à tout un tas d'enjeux, de défis auxquels notre société est confrontée. Et donc, notamment s'agissant de la logistique urbaine, donc à Voies navigables de France, on est évidemment convaincu que le transport fluvial, là où il peut être exercé, parce que on concède volontiers qu'il n'y a pas des voies fluviales partout, c'est sûr que dans le Massif central, c'est difficile d'aller en bateau, mais là où en tout cas la voie fluviale existe et fonctionne, le transport fluvial peut contribuer à développer une logistique urbaine de qualité, celle que l'on espère. Et quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on veut pour cette logistique urbaine de demain? On veut une logistique plus propre, on veut une logistique qui génère très peu de nuisances, voire pas de nuisances du tout. On veut qu'elle se combine avec les aspirations de notre société, de nos concitoyens, de nos collectivités, d'avoir un partage de la voirie plus équilibré, qui finalement fait plus la place à l'humain, qui est plus inclusif, qui fait plus la place au mode doux, à la marche à pied, au vélo, etc. Enfin bref, des modes plus humains. Et donc, le recours au fluvial, le recours au transport fluvial permet, de notre point de vue, de s'inscrire dans ces aspirations, là où donc cette voie fluviale est opérantée. Quand on regarde bien, beaucoup de nos villes se sont construites autour de rivières, autour de fleuves, parce que tout simplement, elles avaient besoin évidemment de l'eau pour leur consommation. Les populations avaient besoin d'accéder à l'eau, mais aussi parce que, on le sait depuis très longtemps et on le sait au moins depuis Archimède, l'eau est un excellent moyen de transport, très peu énergivore, et donc est très intéressant à être utilisé pour acheminer, pour transporter des matériaux, et notamment des matériaux pondéreux. Et donc aujourd'hui, lorsque les voies navigables peuvent être utilisées pour faire du transport, en fait, elles constituent des infrastructures qui sont non saturées et qui vont pénétrer au cœur des agglomérations, vraiment au plus proche, très souvent, du cœur des agglomérations, des villes. Et en fait, elles vont permettre, si on les utilise, via le transport fluvial, de rapprocher en douceur les marchandises des clients. Et je dis en douceur parce que le transport fluvial est un mode de transport extrêmement performant, d'ores et déjà, aujourd'hui,
en matière environnementale. Hein, c'est un mode très peu émissif. Hein. C'est un mode qui se déplace lentement, qui se déplace vraiment pour ceux qui le pratiquent, pour ceux qui le côtoient, qui se déplacent dans nos agglomérations finalement en générant extrêmement peu de nuisances. Et finalement, le bateau, il va fonctionner comme un entrepôt. Et il va fonctionner comme un entrepôt qu'on vient rapprocher du client. Et avec des quantités de marchandises, des volumes qui sont considérables. Et quand on est plus proche du client, quand on a réduit finalement la distance entre l'entrepôt et le client, vous le savez comme moi, les tendances de ces dernières années, c'était plutôt l'éloignement de l'entrepôt des centres-villes. Hein. Quand on prend la ville de Paris, je le disais récemment, mais que dans les 10-15 dernières années, on s'est à peu près éloigné les entrepôts se sont encore éloignés de plus de 10 km du centre-ville. Eh bien, quand on se rapproche avec un entrepôt d'un centre-ville, on vient limiter le dernier kilomètre au strict nécessaire. Et dès lors, ce dernier kilomètre, il peut s'organiser de manière différente. Parce qu'on peut utiliser des modes de transport plus légers, on peut utiliser des modes de propulsion plus respectueux de l'environnement, notamment électrique, parce qu'il y a moins d'enjeux d'autonomie. Et donc, on peut mieux se combiner dans ces aspirations portées par notre société d'avoir une logistique plus urbaine, plus compatible avec un cadre de vie apaisé. On va utiliser notamment des vélos cargo, on va utiliser des petites camionnettes électriques. Voilà, l'association du mode fluvial en fait permet de recourir à une logistique que je qualifierais d'apaisée. Alors, j'allais dire, aujourd'hui, l'utilisation de la logistique, enfin de la voie d'eau dans la logistique urbaine, elle est d'autant plus envisageable, elle est d'autant plus intéressante que la voie d'eau se modernise. Le transport fluvial, aujourd'hui, est un mode de transport qui est très performant. Il faut le sortir. La voie d'eau est un mode de transport qui est peu connu, insuffisamment connu de notre point de vue. C'est un mode de transport qui souffre d'une image un peu de l'homme de Picardie, un peu vieillotte, etc. Ce n'est plus ça, le transport fluvial aujourd'hui. Ce n'est plus ça. Le transport fluvial aujourd'hui recourt à l'intelligence artificielle, recourt à des systèmes de géolocalisation. On a un Waze du fluvial, ce qu'on appelle des systèmes d'information fluviale. On est capable, en temps réel, de savoir où sont les bateaux, où sont les marchandises, de fonctionner avec la blockchain, etc. Et par ailleurs, le transport lui-même, le contenant, le véhicule, le bateau, fait des progrès considérables. Et je vais vous donner deux illustrations rapides. D'une part, aujourd'hui, on a des bateaux qui sont autodéchargeants, qui emportent finalement avec eux-mêmes tous les dispositifs de chargement et de déchargement. Et donc, lorsqu'ils entrent en ville, ces bateaux, ils n'ont pas besoin, sur les quais, d'être accompagnés d'équipements lourds à demeure qui vont venir gêner finalement les autres usages du quai. Lorsque le chargement et le déchargement est opéré, le quai il est rendu à un autre usage de jogging, de promenade, que sais-je, et finalement il retrouve son aspect urbain et il peut être réutilisé sans aucun problème par les habitants, par les promeneurs, par les personnes finalement qui se déplacent dans l'espace urbain sans rencontrer de gêne, sans rencontrer de problèmes. Et puis l'esthétisme elle-même est conservée puisque finalement on n'a pas à demeure des équipements portuaires à l'intérieur de nos villes. Donc cette évolution, elle accompagne finalement de manière très intéressante ce besoin de logistique urbaine qui augmente avec le développement du e-commerce, ça a été largement évoqué. L'explosion du e-commerce, elle permet finalement de renforcer la cohabitation du mode routier, de nos besoins, donc avec nos aspirations d'avoir une qualité de vie, une gêne dans notre vie du quotidien, dans notre vie de citoyen, la plus faible possible. Et donc, elle va permettre de répondre aux aspirations, elle permet de répondre aux aspirations des populations, des collectivités, et on sent, à Voies navigables de France, on sent une appétence extrêmement forte pour cette logistique urbaine. On a des sollicitations croissantes partout en France, à Paris, dans l'agglomération parisienne plus généralement, mais à Rouen, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, à Lyon, beaucoup d'intérêt
pour développer une logistique qui s'organise ou qui fait appel, en tout cas pour une partie de son expression, au transport fluvial. Et on voit que quelque part, c'est une aspiration qui dépasse le cadre français. Elle est largement reprise au niveau européen, avec des pays d'ailleurs qui sont, de ce point de vue-là, très souvent plus en avance que nous. Et je pense notamment à la Belgique, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Allemagne, qui sont des pays où le fluvial depuis toujours occupe une part plus importante et qui aujourd'hui, dans leur logistique urbaine, n'hésitent pas à recourir au fluvial. Et donc, recourir au fluvial, donc je fais un peu vous avez compris, la promotion du fluvial, je suis un petit peu là pour ça, et je dirais en plus que VNF accompagne les entreprises qui souhaitent recourir au fluvial, nous, au travers de notre programme d'aide au report modal, mais recourir au fluvial, c'est finalement bénéfique pour tous, c'est bénéfique pour la collectivité, pour les populations, je viens d'évoquer, ça répond aux aspirations de ces collectivités, de ces populations, et c'est aussi bénéfique pour les logisticiens d'une manière générale, parce que en diminuant finalement là où on peut utiliser le transport fluvial, en diminuant la pression que l'on exerce au travers des circulations routières, finalement, on rend les circulations résiduelles plus acceptables. On favorise l'acceptation des circulations routières. Et puis par ailleurs, une conviction personnelle, mais j'allais dire très partagée aussi, on crée un écosystème qui est favorable à l'emploi, qui est favorable à l'emploi local. Ça a été évoqué tout à l'heure, du fait qu'on crée des emplois qui sont non délocalisables et qui sont peu concurrençables par des entreprises, notamment étrangères. Quand on fait une logistique, et a fortiori une logistique fluviale, avec c'est une logistique qui est complexe, et on a besoin de recourir à des entreprises qui sont localisées sur place et à l'emploi sur place. Et donc, voilà. Effectivement, donc elle a utilisé largement le transport fluvial, qui est très largement aujourd'hui encore sous-utilisé. Le fluvial, donc, comme une solution supplémentaire d'accès au centre urbain, si on voulait résumer. Alors, Monsieur Chaffour, vous êtes vous directeur d'une des principales associations d'élus à laquelle la plupart des métropoles françaises adhèrent. Quelle est la vision terrain des collectivités locales sur la logistique urbaine, en première question? Et puis, je vous demanderai aussi quel sera, selon vous, le rythme du déploiement de solutions pour le transport de marchandises dans les centres urbains. Deux mots de présentation. Donc, effectivement, France Urbaine regroupe toutes les métropoles, toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants, toutes les communautés urbaines et toutes les grandes agglomérations urbaines. Donc, c'est aujourd'hui un sujet. Et par ailleurs, moi, je suis directeur en charge des mobilités et directeur Île-de-France, mais au plan national. Donc, ça veut dire que je me préoccupe des mobilités aussi bien à Nice que Caen ou qu'à Paris. Deuxième élément de présentation et qui me semble important, j'ai été maire d'une commune d'Île-de-France pendant 17 ans, maire de Juvisy, mais ça c'est un petit peu anecdotique, sauf sur le fluvial, parce que c'est une ville sur laquelle il y a la Seine, qui est traversée par la Seine, et j'ai constaté au cours de ces années de mandat que tout ce qui permettait entre autres le transport des agrégats a disparu au profit d'un urbanisme parce que les bords de Seine étaient attractifs. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudra aborder. Et j'ai également été vice-président de ce qui s'appelait à l'époque le STIF, qui s'appelle aujourd'hui Île-de-France Mobilité. Une des particularités, on est dans le plus grand territoire urbain français et l'autorité organisatrice n'a aucune compétence en matière de logistique. Elle ne s'occupe que des voyageurs. Ce qui fait qu'en Île-de-France, il n'y a pas réellement de compétences dans le domaine du transport des marchandises. Après, si on parle de logistique, il faut acter une certaine schizophrénie et elle n'est pas en soi choquante à partir du moment où on la transforme en qualité de décision publique. Oui, on est tous râleurs lorsque on se retrouve derrière, je sais pas, sur l'autoroute A1
dans le Lille-Paris avec 2 voies de camions continus. Et par moment, moi je l'ai constaté, on va râler lorsque on est bloqué derrière un camion poubelle ou un bus urbain, mais on va se dire ouais, mais globalement c'est quand même du service public des déchets ou du transport, on ne le conteste pas. On va râler lorsqu'on est derrière un camion de livraison et à aucun moment ou très rarement on se dit bah oui, mais en même temps ce camion, c'est celui qui me permet d'aller dans mon commerce alimentaire et d'avoir à manger. Et ça paraît fondamental. Pourquoi ? Là aussi, je vais l'illustrer par quelque chose que la crise nous a par défaut enseigné. Lorsque, en mars dernier, on a été confronté à la première vague de crise sanitaire, on ne savait pas encore ce qu'était le virus, et pour autant, on s'est félicité des soignants, on s'est félicité des services publics maintenus, on a oublié de se féliciter du fait qu'on n'ait pas eu de crise alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au volant de leur camion, ont continué à bosser alors qu'on ne savait pas ce qu'était le virus et qui ont fait qu'on ne s'est pas retrouvé avec cette crise-là qui aurait été gravissime en plus. Et ça fait partie de cette schizophrénie. Deuxième schizophrénie, entre guillemets, excusez-moi, j'utilise le terme, mais avec une forme d'humour. Aujourd'hui, on est tous favorables au circuit court, mais on oublie de dire que pour qu'il y ait des circuits courts, il faut bien qu'il y ait du transport. On est tous favorables au commerce de proximité à l'artisan, mais même problème. On est tous partisans du quick and collect parce qu'on n'ose pas dire qu'on fait nos courses à Amazon lorsque ça arrive, mais le quick and collect, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut bien qu'on arrive à être livré, etc. Donc, on a un vrai problème de politique publique. Après, ça peut être, moi, j'y ai été confronté par vous-même. Parce que lorsque j'étais en responsabilité des zones à faible émission dans, pour l'instant, 11 territoires qui ont été condamnés par la Cour de justice européenne, mais bientôt tous les territoires urbains, vous avez pris votre téléphone et vous m'avez dit, attendez, vous n'allez pas encore nous faire des réglementations qui vont être des réglementations non pas contraignantes, parce que ça, vous étiez conscient qu'il y aurait des contraintes, mais qui nous auraient oubliés. Et on a travaillé ensemble et vous m'avez enseigné beaucoup de choses. Vous m'avez enseigné que ce qui a été dit par monsieur le député, si on a des horaires de livraison différents dans la même métropole entre 2 villes voisines, ça veut dire que là où on pourrait avoir un camion, on va en avoir 2, 3, 4, etc. Simplement parce que les horaires sont différents qui circuleront à vide. Lorsque on décide de faire une limite de tonnage, ça veut parfois dire qu'on aura 6 petits camions plutôt qu'un seul camion. Alors évidemment, lorsque je parle de ça à Marseille avec les ZFE, ils me disent oui, mais mes rues sont très étroites. Ok, il y a peut-être un sujet du centre-ville marseillais particulier, mais ça n'empêche que globalement, on a ce problème. On est confronté au sujet dont vous avez parlé, l'immobilier logistique. Oui, aujourd'hui, on constate que l'immobilier logistique s'éloigne du cœur des métropoles, ce qui pose un problème parce que ça veut dire qu'il y a des courses plus longues, plus coûteuses et globalement plus polluantes, puisqu'il y a plus de distance. En même temps, et là je l'ai dit par rapport à la réflexion qu'on a aujourd'hui, le problème de l'immobilier logistique pose le problème du rapport de fiscalité de l'acteur économique, en gros de la fiscalité productive au territoire. Parce que dans un territoire, si vous n'avez plus de lien fiscal, en gros, si le fait de mettre de la logistique ne vous rapporte rien d'autre que de faire plaisir aux logisticiens, éventuellement de créer un petit peu d'emploi, et que, par ailleurs, vous pouvez y mettre du logement, et que le logement, lui, va vous rapporter en fiscalité, et franchement, il faut être un maire sacrément, je ne sais pas, moi, comment dire, mécène, pour dire qu'il y trouve un intérêt, parce que globalement, les habitants vont râler, et ça ne rapportera rien au plan de la fiscalité locale. Donc, il faut aussi qu'on ait cette réflexion-là. Dernier élément que je pose et sur laquelle on a beaucoup travaillé, parce que effectivement la responsabilité a été de dire si il y a demain 11 et peut-être en 2025 77 je crois zones à faible émission, ça veut dire que ces zones à faible émission auront été acceptables. Elles auront été acceptables pour les habitants, elles auront été acceptables pour les usagers, dont les logisticiens. Ce qui va nous obliger à prendre en considération plusieurs facteurs. L'avitaillement de vos véhicules, ça paraît ridicule, mais si demain
on a des logiques d'avitaillement, mettons en GNV. Pour les véhicules publics, c'est peut-être pas la peine de doubler la dépense dans des petits territoires métropolitains, mais peut-être qu'il faut rendre accessibles ces solutions d'avitaillement. La question que vous avez évoquée de l'implantation, etc. Et ce que nous souhaitons au travers de votre document, au travers de la mise en œuvre des ZFE, c'est qu'on aille vers une charte logistique dans chaque territoire, qui soit une charte qui valorise votre travail, qui valorise l'effort de la collectivité et qui rende, comment dire, acceptable par l'habitant le fait que la logistique fasse partie de sa vie. Et je le disais parfois, si on retrouve le réflexe des années 70, les routiers sont sympas dans une ville parce qu'on sait que le routier est celui qui nous apporte à manger ou des loisirs, et ben ce sera fabuleux et on y travaille beaucoup ensemble. Merci, Monsieur Chauffour. Oui, des chartes logistiques pour chaque territoire pour créer des ZFE acceptables, c'est effectivement une vision tout à fait claire et pour tout le monde. Alors, on passe maintenant aux questions. Il nous reste donc quelques minutes. Jérôme, qui se chargeait pour moi de suivre le chat, aurais-tu quelques questions du public ? Oui, rebonjour. Écoutez, effectivement, plusieurs questions. Je vais prendre en fait celle qui nous a été proposée là, juste à l'instant, pour commencer. La logistique urbaine est globale. C'est aussi la gestion des flux d'informations et documentaires. Comment, selon vous, vous serait-il possible d'améliorer ou de faciliter ces échanges? Et comment, finalement, faciliter l'acceptation du numérique par les acteurs? Est-ce qu'il y a un volontaire pour répondre à cette question je pense que une première partie de réponse. Il y a des territoires qui ont mis en place depuis plusieurs années des dynamiques type masse. Je pense à Lyon, c'est en train de se mettre en place dans d'autres métropoles, et ça, là aussi, ça a été un tout petit peu réservé aux véhicules particuliers, aux parkings, etc. Demain, plutôt que de réinventer l'eau tiède, d'avoir des dispositifs qui coûtent très cher, il faut se dire, si on a un système informatique de type masse, mobilité as a service, il faut y intégrer dès maintenant la mobilité du dernier kilomètre, c'est-à-dire en gros la marchandise, parce qu'autrement on va faire fausse route. Bien. Je suis assez d'accord, c'est toute la question des data, des données finalement. Alors moi j'étais partisan, et ça pour le coup je suis toujours, qu'on ait un recueil de data au niveau national qui soit alimenté par les territoires pour le coup, qui permettent de compiler tout ce qui va être justement les interdictions qui peuvent exister, les limitations de circulation qui peuvent exister, notamment pour aider les transporteurs, mais pas que, pour aider aussi tout ce qui peut être cartographe notamment. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore. Moi, je continue à travailler sur le sujet parce que on vient de le faire là pour justement faire une sorte de masse nationale en disant on va pouvoir alimenter de data qui viennent de tous les territoires qui concernent le transport de personnes. Ça vient d'être ouvert par le gouvernement. Par contre, on n'a pas encore ce data center relatif et libre d'accès évidemment, relatif à tout ce qui peut être limitation de circulation notamment. Effectivement, ça c'est quelque chose qui ressort assez nettement dans le manifeste. La data est un vrai sujet qui permettrait sans doute de gagner beaucoup en productivité, notamment sur toute la partie flux pur, puisque si on savait où étaient, par exemple, les BOM, les bennes à ordures ménagères, au moment où nous mettons nos camions sur la route, on éviterait de perdre beaucoup de temps, et le temps de conduite, c'est du temps de pollution. Bien, une autre question un petit peu compliquée finalement pour notre secteur, en tout cas dans notre regard. À quand des péages urbains qui pénalisent les camions les plus polluants et les moins bien chargés, comme mis en place dans certaines villes comme Londres, monsieur le député? Ouais, là-dessus, je peux répondre en disant que c'est déjà possible en fait. C'est déjà possible de le faire sous forme. Alors, on est sous la forme expérimentale, encore d'expérimentation. On a ouvert cette possibilité. Une collectivité
peut le faire. Pour être tout à fait franc avec vous et transparent, on avait plusieurs collectivités qui étaient intéressées par ces notions de péage urbain si l'État le mettait en place. Après, c'est plus des problématiques politiques, c'est-à-dire de dire si c'est l'État qui le fait, on veut bien. Par contre, il ne faut pas forcément, elle, y aller d'elle-même. Alors, une réponse complémentaire, parce que là, dans les grands territoires, on commence à y réfléchir vraiment, et sans se réfugier derrière la responsabilité de l'État. Je vais vous prendre l'exemple de Montpellier, sans trahir Michael Delafosse et la politique de Montpellier, mais ils disent clairement, si demain, toutes les voies hors autoroute sont des voies qui sont concernées par la ZFE, ça veut dire que sur le réseau autoroutier, en l'occurrence la 9, qui contourne Montpellier, il faudra que l'on ait une solution pour taxer les poids lourds polluants, pour éviter à la fois ce problème de pollution et pour éviter cette logique de concurrence entre le livreur qui va intervenir dans le centre-ville et celui qui est en transit. La problématique aussi des péages urbains, c'est les potentiels effets rebonds auxquels il faut faire attention et dont on n'a pas toujours conscience au moment où on les met en place. Donc, c'est pas l'intervention. Enfin, j'interviens pas pour dire qu'il ne faut pas mettre en place de péages urbains, mais juste pour dire qu'il faut les étudier très sérieusement en amont, parce qu'effectivement, si c'est pour faire payer les poids lourds et que du coup on se retrouve avec 5 véhicules légers qui remplacent le poids lourd, c'est pas forcément bénéfique pour la collectivité au final. Donc c'est quelque chose à regarder très sérieusement. Non, mais vous avez raison, et il y a des dispositifs qui peuvent être très intéressants, qui commencent à être expérimentés. Je pense à la métropole grenobloise, la métropole lilloise, c'est ce qu'on appelle le péage inversé. On donne des droits à celui qui respecte la logique, soit de la faible émission, soit du covoiturage, si on est dans le véhicule léger, etc. Rapport à la FDP ? Eh bien, écoutez, il est 12h. Alors, j'ai juste il y a une dernière petite question peut-être, excuse-moi Christophe, effectivement, et ça peut-être plus orienté pour VNF. Alors vous savez qu'au sein de l'Union TLF, nous avons une commission fluviale qui est assez active. Vous connaissez sa présidente Christine Morel, et c'est des questions qu'on se pose. Il y a deux éléments. Finalement, la compatibilité entre finalement le mode fluvial et les consommations aujourd'hui dans l'urgence de la livraison urbaine. Donc, est-ce que ces deux mondes peuvent bien sûr se côtoyer, mais aussi dans le spectre des ZFE, la décarbonisation finalement du fluvial, puisque ce sont des unités fluviales qui ont quelques années et donc avec des motorisations qui demandent aussi à évoluer. Est-ce que ces motorisations vont être compatibles dans l'avenir des ZFE qui nous paraît de plus en plus immédiat? Voilà. Merci. Quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, sur la lenteur, évidemment, c'est compatible. Je vais prendre un exemple. Et quand vous partez de Gennevilliers, du port de Gennevilliers ou du port de Bonneuil pour accéder en centre-ville par la voie d'eau, vous allez vous déplacer sans obstacle à une vitesse moyenne de 12 km par heure et en quelques heures, même pas, vous allez être en centre-ville. Quand vous êtes sur la route, votre vitesse moyenne, sauf à partir extrêmement tôt, elle est bien plus faible. J'en fais l'expérience, j'allais dire, quotidienne. Et moi, je vois de mon bureau très régulièrement des bateaux dépasser des véhicules qui sont à l'arrêt sur les pénétrantes de Paris et qui vont mettre 2 heures pour faire les 3 derniers kilomètres. Donc ça, c'est le premier point. C'est en fait, je pense, un faux problème en fait. La lenteur, c'est d'abord une question d'organisation. Sur le sujet des motorisations, vous avez raison. Il y a aujourd'hui l'émergence de nouvelles motorisations pour le fluvial. Le fluvial a fait beaucoup de progrès et continue à en faire, et dans une dynamique de transformation, de transition énergétique, pourrait-on dire, assez forte, notamment en lien avec la logistique urbaine. Et on voit émerger aujourd'hui des bateaux qui sont destinés à la logistique urbaine, soit en motorisation hybride, et qui donc vont être, lorsqu'ils sont dans le cœur de ville, et on sait que les cœurs de ville sont extrêmement sensibles sur le plan de la qualité de l'air, c'est les zones ZFE dont on parlait, eh bien ils vont être en mode 100% électrique, et puis ils vont recharger leur batterie quand ils seront en périphérie. Et puis on a même, et j'ai un bel exemple avec un bateau que certains connaissent peut-être, ont vu peut-être en opération sur la Seine dans Paris, qui s'appelle le Zoulou, qui est opéré par la compagnie CFT. Ce bateau aujourd'hui est à motorisation thermique.
C'est un Euro 6 Scania classique, hein, sauf qu'il permet de transporter 370 tonnes de marchandises, là où un camion en transporte 20-25. Hein, donc on voit que le rendement est quand même un peu meilleur. Et demain, et quand je dis demain, c'est 2021, fin de l'année, ce bateau, enfin, ça ne sera pas lui, mais ça sera son petit frère, sera un bateau à pile à combustible, un moteur électrique. Et aujourd'hui, donc on voit l'émergence vraiment de nouvelles technologies de motorisation extrêmement performantes et qui vont permettre d'améliorer la transition énergétique au sein de rendre encore plus vert, encore plus compatible avec les enjeux environnementaux, avec ces enjeux majeurs pour notre société, le transport fluvial qui est déjà, je tiens à le signaler, un mode extrêmement performant. En moyenne, aujourd'hui, le transport fluvial, c'est 5 fois moins de gaz à effet de serre que les camions, hein, même avec le parc de camions Euro 6 que nous avons très largement aujourd'hui. Et donc, et demain, ça sera vraiment un mode de transport d'une performance exceptionnelle au plan environnemental, sans émissions de particules fines, je tiens à le préciser, parce qu'une grande partie, vous le savez, des particules fines sont des émissions d'abrasion liées au contact de roues chaussées et au contact des freins, enfin de l'usure des freins. Et les bateaux, ça freine, mais ça freine pas de la même façon, et ça n'a pas de contact roue chaussée, évidemment. Voilà. Donc, je crois franchement que nous avons là des évolutions qui sont extrêmement favorables et qui invitent à s'intéresser au transport fluvial dans la logistique urbaine de demain. Merci, très clair. Christophe? Eh bien, merci à tous. Nous arrivons au terme de notre première table ronde. On a effectivement beaucoup d'informations, notamment, je retiens la partie développement de la data qui me semble un sujet très important, mais aussi toute la réflexion que nous avons eue sur les questions d'anticipation dans les PLU, de la logistique urbaine et plus globalement de l'organisation des flux à l'intérieur des villes qui doit être effectivement réfléchi avec l'ensemble des acteurs sur ce sujet. On est convaincu chez TLF et dans le monde du transport que c'est en réunissant l'ensemble des acteurs du monde de la logistique, l'ensemble de l'écosystème, que nous réussirons à atteindre les meilleures solutions en y réfléchissant tous ensemble. Voilà, je crois que maintenant nous devons faire une petite coupure de quelques minutes avant de passer à la table ronde numéro 2. Jérôme, je te laisse la parole. C'est moi qui vais l'annoncer. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci d'avoir pris ce temps ce matin pour cette table ronde. Merci Christophe de l'avoir animé. J'ai le plaisir de passer le relais donc à l'animateur de cette deuxième séquence, table ronde, Tariel Chameroy. Tariel, vous êtes président de la commission développement durable de l'Union TLF et directeur développement durable France Maghreb pour le groupe DB Schenker. Merci Tariel, c'est à vous. Merci bien pour la passation, Jérôme. Effectivement, on rentre sur la deuxième table ronde, donc sur la question de entre nouvelles logistiques de consommation et éco-responsabilité, quelle solution en faveur d'une logistique urbaine vertueuse, c'est-à-dire que c'est la suite des discussions de cette première table ronde. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir, et bonjour à tous, Madame Anne-Marie Jean, donc vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, présidente du port autonome de Strasbourg et en charge aussi de la mission interministérielle sur la logistique urbaine durable. Nous avons aussi Monsieur David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. Monsieur Jean-André Lasserre, donc directeur du programme Interlude, il nous en parlera, le programme d'innovation territoriale et logistique urbaine durable. Et puis une homologue, on peut dire, Charlotte Migne, directrice du développement durable de la société FM Logistique. Donc bienvenue à tous les quatre. Et on va commencer directement sur cette question qui nous est chère de comment est-ce qu'on fait en sorte que la logistique urbaine soit plus vertueuse. Madame Jean, à Strasbourg, vous avez mis en place un certain nombre d'expériences ou même c'est mis en place. Est-ce que vous pouvez expliquer sur cette partie fluviale, on fait le lien avec la première table ronde, sur cette partie fluviale pour la logistique urbaine de l'hypercentre, qu'est-ce qui a été mis en place et aussi, et c'est intimement lié, votre vision de la question de l'immobilier logistique pour la mise en place d'une mobilité douce. Quand je dis mobilité douce, c'est la mobilité à pied et en vélo, vélo cargo électrique ou pas.
Bonjour. Oui, effectivement, le fluvial prend de plus en plus de place dans la réflexion sur la logistique urbaine. On l'entendait dans la première table ronde. Et pour ma part, je m'en réjouis. Alors, bien sûr, avec ma casquette de présidente du port de Strasbourg, mais aussi par rapport à l'inventivité que cela génère pour trouver des solutions de logistique urbaine. Un mot peut-être avant de vous présenter ce qui a été fait à Strasbourg sur la conformation de la ville. Elle est, comme vous le savez, tout à l'est de la France, au bord du Rhin, au bord du fleuve Rhin. Et donc, il y a le port de Strasbourg, qui est le deuxième port fluvial de France, qui est un lieu très important de logistique à la fois pour le plan régional et international, puisqu'il est directement connecté au port d'Anvers et de Rotterdam. Et puis, il y a également une rivière qui s'appelle l'Ille, I2L, qui traverse la ville et autour de laquelle est implanté le centre historique de Strasbourg, puisque, comme cela a été rappelé ce matin, historiquement, les villes se sont construites autour de l'eau. Et pendant longtemps, en fait, on a dissocié les deux fonctions sur la logistique. Et encore il y a 10 ans, dans des travaux qui ont été lancés à Strasbourg et auxquels à l'époque je contribuais avec une autre casquette, puisque je ne suis élue que depuis juin de l'année dernière, mais j'étais à l'époque déléguée régionale de la Poste, et donc en charge notamment des questions logistiques pour l'entreprise. Strasbourg avait entamé une réflexion sur la logistique urbaine. Et dans les débats ouverts en 2010, bien sûr, la place du fluvial avait été évoquée, et à l'époque, toutes les conclusions étaient que non, c'était pas adapté, c'était trop compliqué, il aurait fallu mettre des installations spécifiques en ville, c'était trop lourd, trop cher, ça n'avait pas de sens. Et puis, 10 ans ont passé, la congestion urbaine a encore augmenté, la sensibilité à la question de la pollution de l'air a augmenté, et en particulier notre équipe est là pour la prendre à bras le corps. La France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État pour mettre en place les zones à faible émission de là où elle doit le faire, et c'est le cas notamment à Strasbourg où on a des pics de pollution répétés. Bref. Tous les éléments de contexte ont changé, et du coup, on voit que finalement, ça met en place les conditions pour que des innovations apparaissent. Et ce que nous avons mis en place, alors je dis nous, je n'y suis pour rien, ça a été mis en place avant notre arrivée, puisque c'est un appel à projet qui a été lancé en 2019 et qui a abouti fin 2019 entre la métropole et Voies navigables de France. Ce qui a été mis en place, c'est une navette fluviale entre le port, la partie la plus à l'ouest du port, et le cœur de la ville, qui dessert en 30 minutes. Donc, c'est tout à fait compétitif en termes de durée. On parlait tout à l'heure de la vitesse du fluvial en termes de durée par rapport à la durée en voiture, en heure de jour, en tout cas, ou en camionnette, c'est tout à fait efficace. En une demi-heure, cette navette chargée de palettes, arrive en hypercentre sur un petit ponton qui finalement était là, où il y a force qu'on s'en serve pas, on le voyait même plus, mais il existait, et qui permet de décharger à 5 minutes à pied de la cathédrale et encore moins en vélo cargo des marchandises. Ça peut être des fûts de bière pour les restaurateurs dès qu'ils auront le droit de réouvrir. Ça peut être des déchargements de marchandises de toute nature pour les commerces, et ça peut être également des matériaux de construction. Récemment, et ça avait donné lieu à un petit reportage France 3 notamment, des pavés pour un gros chantier de rénovation de l'ancienne manufacture des tabacs qui se trouve être à 2 pas également en hypercentre de Strasbourg. Les pavés, en fait, ont été acheminés par voie fluviale jusqu'au port, de là transbordés sur ces navettes, et à l'arrivée sur ce petit ponton, ils sont mis sur vélo cargo tirés en vélo assistance électrique, et puis livrés avec des petites navettes sur le lieu du chantier. Voilà. Donc ça, c'est plus qu'une expérimentation aujourd'hui, puisqu'en effet, ça l'était au départ suite à l'appel à projet, mais voilà, ça fonctionne, et donc on le pérennise. Nous sommes en train de rechercher la possibilité d'implanter au moins un deuxième lieu de livraison de déchargement sur l'hypercentre, et puis on développe ça aussi sur des liaisons qui sont peut-être plus vers l'hypercentre uniquement, mais sur l'agglomération. On a au nord de Strasbourg une zone commerciale, comme la plupart des agglomérations, nous sommes dotés de belles zones commerciales, en l'occurrence une au nord, une au sud. Celle du nord est en pleine rénovation actuellement, et il se trouve qu'elle jouxte également un canal
qui va directement sur le port de Strasbourg. Et donc, là aussi, évolution, cette zone a été décidée en 2013, c'est en 2013-2014 qu'ont eu lieu les études. À l'époque, le fluvial avait été étudié comme étant une possibilité pour soit acheminer les clients, soit acheminer les marchandises. La conclusion avait été tirée que c'était pas pertinent. Aujourd'hui, on reprend le dossier et on se dit que pour des marchandises et également pour de la reverse logistique, c'est-à-dire notamment pour les déchets, les cartons d'emballage et les déchets issus des communes immédiatement à côté de cette zone commerciale, eh bien, ça fait sens. Et donc là, on a réouvert une étude avec l'aide de VNF, avec l'aménageur, et je suis convaincue qu'on va trouver les bonnes voies pour utiliser la voie fluviale également sur la reverse logistique. Voilà. Alors, pour connecter à votre deuxième question, l'immobilier, c'est un gros sujet. Il est compliqué dans toutes les métropoles. Moi, je l'appréhende aujourd'hui, bien sûr, sur celle de Strasbourg. Nous avons pris l'engagement d'être en zéro artificialisation nette globale pour préserver la biodiversité, pour préserver le sol. Et une fois qu'on a dit ça, objectif auquel tout le monde ne peut que souscrire dans l'optique de la biodiversité, et qu'on doit mettre bout à bout les besoins de logement. On est une métropole où la population augmente, où la décohabitation des ménages, comme dans toute la France, augmente aussi et qui fait que pour le même nombre d'habitants, on a besoin de plus de mètres carrés de logement, où on a plus de 20 000 demandes de logement social en attente. On a bien évidemment un besoin de foncier pour le logement. On a un besoin de foncier pour l'activité économique aussi, et il n'est pas question de dire à toutes les entreprises de notre territoire qui voudraient grandir, écoutez, vous êtes gentils, mais maintenant on veut plus de vous, vous allez un petit peu plus loin, là vous allez à 25 km, là où le terrain est moins demandé, et vous sortez de Strasbourg. On n'est pas dans ce dialogue-là avec elles, donc on a toujours besoin de foncier d'activité, et au sein du foncier d'activité, on a aussi besoin de foncier pour l'activité logistique, qui est souvent la mal aimée, ça a été dit dans la précédente table ronde, je ne vais pas y revenir. Donc là, on est dans la réflexion d'identifier les bons fonciers de logistique pour ne pas les éloigner trop de la ville. Donc là aussi, on a la chance d'avoir le port qui est à 6 km à vol d'oiseau du centre-ville, qui est un lieu dédié depuis son origine à de l'activité industrielle et de logistique. Et où donc là, finalement, cette activité est bienvenue. Elle n'est pas en concurrence avec, pas trop en concurrence avec d'autres, mais aussi sur d'autres zones de la ville, et on va explorer, on n'a pas encore les bons leviers pour le faire, mais c'est vraiment quelque chose que nous sommes dans l'intention d'explorer, l'utilisation de fonciers intercalaires. On a régulièrement des entreprises qui évoluent, qui vont quitter des locaux, et et parfois il y a de la friche, le temps que ces locaux soient repris. On risque malheureusement avec la crise économique d'avoir un certain nombre d'activités qui vont être en difficulté, qui vont fermer. Il faut bien sûr qu'on fasse tout pour aider ces activités à se maintenir, mais il ne faut pas non plus qu'on se fasse d'illusions, certaines ne vont pas tenir. Et il faut peut-être qu'on utilise cette opportunité pour faire de l'immobilier intercalaire, y compris pour la logistique, qui nous donne l'opportunité d'expérimenter des nouvelles formes, de voir ce dont on a vraiment besoin, comment ça fonctionne, pour ensuite ou non le pérenniser. En tout cas, c'est le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire encore avant de repasser la parole, j'entendais dans la première table ronde aussi que sur la logistique urbaine, on s'est parfois un peu cherché au niveau des collectivités. Je crois que c'est vrai. Ça a été longtemps mal appréhendé par les collectivités. Quand je dis mal, il n'y a pas de connotation derrière, mais une difficulté pour les collectivités à l'appréhender. Autant la mobilité des personnes, la mobilité des voyageurs, les transports publics, ça fait partie depuis longtemps des compétences des collectivités. Elles savent faire, elles sont conscientes que c'est dans leur domaine d'activité, elles agissent dessus. La logistique, pendant longtemps, ça n'a pas été perçu comme étant, enfin, ça n'était pas déjà dans le champ de compétences obligatoires, et ça n'était pas perçu comme devant être appréhendé par les collectivités. Et c'est à la croisée de beaucoup de champs, des champs de réglementation, des champs de voirie, de transport, de relations avec le monde économique, de politique économique, d'immobilier. Et finalement, on avait du mal, et on a toujours du mal à mettre tout ça bout à bout. Mais je crois que c'est aujourd'hui mieux appréhendé, et en tout cas, à Strasbourg, nous sommes dans la volonté de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'avoir une logistique à la fois efficace économiquement et respectueuse de l'ensemble des équilibres environnementaux. Merci Madame Jean. Oui, la maturité, on passe de l'expérimentation à l'industrialisation, on pourrait synthétiser vos propos. Merci beaucoup. On va passer à
à l'autre ville importante qui est celle de Paris. Monsieur Béliard, actuellement, vous travaillez donc avec le GATT-MARIF, entre autres, le regroupement des activités de transport de marchandises en Île-de-France, sur le sujet de la fin du diesel dans votre calendrier donc annoncé. Cela nécessite un basculement des flottes de véhicules à des modes d'énergie alternatifs. On est en France, on estime en France en région parisienne, pardon, à 800 000 le nombre de véhicules utilitaires et à peu près à 50 000 les poids lourds qui tournent dans la ville. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises pour faire cette mutation, puisque aujourd'hui encore le diesel est l'énergie utilisée pour se mouvoir principalement pour ces véhicules dans Paris? Merci beaucoup d'abord pour votre invitation et pour cette conférence est très intéressante et je remercie d'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui se faisait et ce qui se fait à Strasbourg. Notamment parce que, pour la petite histoire, ça m'avait valu sur les réseaux sociaux un débat sans fin sur la question de l'expérimentation, même pas l'expérimentation, puisque vous l'avez dit vous-même, l'usage de la cyclo-logistique pour les matériaux inertes pour le chantier en centre urbain et qui avait provoqué pendant 2 jours une folie sur Twitter, ce qui montre bien à la fois, et je partage complètement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la question de la logistique urbaine qui était un peu la mal-aimée il y a encore quelques années devient un élément essentiel dans la réflexion que nous menons et dans l'organisation que nous devons absolument repenser pour nos villes. Alors, il y a un certain nombre de résistances, beaucoup encore de moqueries, et pourtant, les technologies, les acteurs avancent, et c'est un champ qui est un champ de grande innovation. Et je suis, moi, toujours très surpris de voir à quel point lorsque je visite des centres logistiques à Paris et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, à quel point c'est un secteur en grande émulation et ébullition, à la fois sur un plan technologique, mais aussi sur un plan organisationnel. Et c'est ça qu'il faut que nous, en tant qu'acteurs publics, nous soyons en capacité non seulement d'accompagner, je vais répondre à votre question qui est évidemment une question essentielle sur l'accompagnement sur les changements de flotte, mais aussi que nous soyons très en prospective parce que nous avons des enjeux qui sont des enjeux partagés d'ailleurs par toutes les métropoles de transformation de la ville pour l'adapter à la question des dérèglements climatiques, pour répondre à la question urgente de l'amélioration de la qualité de l'air et plus globalement pour mieux optimiser nos villes et répondre à une aspiration plus large des urbains et en tout cas des habitants et des habitantes de Paris et plus largement de sa métropole. Mais je crois que c'est partagé par l'ensemble des grandes villes. Eh bien, aspiration à une ville qui est une ville moins bruyante, qui est une ville moins polluée, qui est une ville aussi plus apaisée et plus résiliente face aux grands enjeux qui sont encore devant nous. Donc pour ça, nous avons, nous, engagé un travail qui est un travail sur plusieurs fronts. Il y a le front de la transformation de l'espace public, c'est la raison pour laquelle c'est indiqué dans l'intitulé de cette délégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous souhaitons mieux aménager, mieux optimiser l'espace pour pouvoir à la fois mieux utiliser l'espace en sous-sol et répondre à des enjeux de développement des mobilités douces et actives et de renaturation de la ville. Et là-dedans, évidemment, toute la question de la logistique, de la création de nouveaux centres logistiques en pleine ville, toute la question d'ailleurs du foncier, de transformation de nos parkings en surface ou parkings en sous-sol, qui sont un gisement d'espace pour nous, eh bien, sont appréhendés aussi à l'aune de la question logistique, puisque aujourd'hui, par exemple, nous avons transformé 90 places de parking en plein centre de Paris pour en faire un centre logistique de produits frais et utilisant d'ailleurs la cyclo-logistique. Et donc, nous sommes pour le coup dans une transformation complète et un accompagnement de cette révolution logistique pour permettre d'approvisionner et de travailler différemment à Paris. Alors là-dedans, il y a effectivement la question très importante, puisqu'il y a une part incompressible d'utilisation d'un certain nombre de véhicules qui sont aujourd'hui des véhicules diesel ou plus largement d'ailleurs des véhicules thermiques et qu'il nous faut traiter, accompagner
pour aller vers des motorisations qui sont des motorisations moins polluantes, moins bruyantes, plus respectueuses de nos engagements, qui sont doubles, hein, vous l'avez dit, 2024 sortie du diesel, mais 2030, Anne Hidalgo l'a redit dernièrement, 2030, nous souhaitons la sortie du thermique. Donc, cet enjeu d'accompagnement vers de nouvelles motorisations, eh bien, elle est évidemment centrale. Alors, nous appréhendons cette question avec les professionnels d'abord en les accompagnant en termes d'infrastructures. Et nous commençons à prendre véritablement la question de l'électrique de manière très forte, avec le déploiement de plusieurs centaines de bornes électriques, dont une partie sera dédiée aux professionnels puisqu'elles présenteront des recharges ultra rapides, de façon à permettre d'accompagner la transformation de la flotte, dont la flotte professionnelle, vers cette nouvelle motorisation. Mais évidemment, c'est pas le seul élément. Nous développons aussi des infrastructures en termes de GNV, puisque 2 stations GNV sont en cours de réflexion, de préparation, une dans le 12e et une dans le 13e arrondissement. Là aussi, la question du foncier est extrêmement importante, et la question aussi de l'acceptabilité sociale de ce type de station en pleine ville, puisque c'est ce que nous cherchons à faire. Il y a un certain nombre de stations aujourd'hui GNV, mais qui sont plutôt en périphérie de Paris ou en proche banlieue. Et ce que nous souhaitons pour accompagner encore une fois les professionnels, c'est de leur faire une proposition en termes d'infrastructure plutôt plus centrale dans l'espace urbain, sans en développer des dizaines et des dizaines, mais qu'il y ait un certain nombre de points de ravitaillement. Et là encore, nous travaillons à la création donc de 2 centres, de 2 stations GNV. Enfin, nous menons une réflexion sur la question de l'hydrogène, qui reste encore une question où nous n'avons pas de maturité de filière, mais quand même, on a quand même quelques indications, en tout cas quelques impulsions que nous souhaitons mener, notamment à destination des professionnels, parce que je crois, moi, que la question de l'hydrogène, si elle venait à se développer comme l'ensemble des acteurs le souhaitent, sera d'abord dédiée à des véhicules plus lourds et sera plus adaptée notamment à toutes les questions professionnelles. Donc, nous avons voté au dernier au Conseil de Paris de décembre dernier la création d'une 2e station hydrogène dans le 16e arrondissement, à destination notamment d'une flotte de taxis, mais qui nous permet d'expérimenter et de voir comment cette nouvelle source, qui reste nouvelle pour nous en tant qu'acteurs publics, peut se développer, et comment les acteurs, et notamment les acteurs professionnels, les acteurs de la logistique, l'appréhendent et peuvent les intégrer. Enfin, au-delà des aides que nous apportons aujourd'hui pour le changement de véhicule, j'en ai pas parlé parce que ce sont des vieux dispositifs que nous allons d'ailleurs reconduire dans les prochains mois et les prochaines années, puisqu'il y a un besoin évidemment d'accompagnement des acteurs pour leur permettre d'acheter et d'acquérir de nouveaux véhicules. Toutefois, nous développons aussi, avec les infrastructures existantes de feu Autolib, des propositions pour les professionnels, et notamment pour des professionnels, des artisans, des EURL, avec le déploiement d'une flotte de véhicules professionnels partagés électriques que nous organisons avec la société Clem, et qui propose aujourd'hui dans chacun une cinquantaine de stations dans Paris, et qui à partir desquelles vous pouvez, que vous soyez particulier ou professionnel, eh bien louer un véhicule utilitaire pour assurer des livraisons, pour assurer une activité économique qui vous exige de vous que vous ayez des véhicules sans que la possession complète soit nécessaire, avec un prix qui est un prix extrêmement attractif. Donc, on a déjà
déjà fait une expérimentation avec la société Clem pendant 2 ans. Là, nous sommes sur un déploiement plus massif avec plus une centaine de véhicules à terme qui doit nous permettre de faire cette proposition-là, une proposition en tout cas alternative dans l'offre des alternatives que nous voulons proposer aux professionnels et aux acteurs. Il y a aussi cette solution qui s'adresse pas à tout le monde, mais qui s'adresse évidemment à une partie d'entre eux. Voilà, je ne vais pas développer. La question du fluvial a été très brillamment développée précédemment sur Strasbourg. Nous cherchons, et nous sommes d'ailleurs, il faudra un jour que je vienne vous voir sur ces questions, parce que je crois qu'on a beaucoup à s'apprendre. Nous cherchons à refaire de la Seine un espace de logistique urbaine parce que aujourd'hui elle est sous-exploitée et nous voulons reconquérir d'une certaine manière notre fleuve évidemment proprement, notre fleuve en respectant nos engagements en termes d'environnement, enfin de critères environnementaux et de biodiversité et de lutte contre les dérèglements climatiques, mais c'est évidemment une option extrêmement importante. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'avais encore plein de choses, mais peut-être dans l'échange après, je ne voudrais pas monopoliser trop la parole. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, innovation, prospective, investissement, accompagnement, le challenge va être serré pour arriver effectivement à retirer ces véhicules à l'horizon 2024. Mais on aura certainement des questions sur ce sujet. Monsieur Lasserre, Interlude. Le programme Interlude a été lancé en 2020, si je ne m'abuse. Il est au service des collectivités, justement, pour mettre en œuvre une charte de logistique urbaine durable. C'est le moment. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments de contexte de ce programme qui accompagne d'accompagnement et ses objectifs à court terme? Comment vous l'articulez et comment il va pouvoir servir justement toutes ces collectivités? Bonjour, merci pour cette initiative et puis merci de nous avoir invités. Madame Jean va pouvoir vérifier si ce que je vais dire ce matin est compatible avec ce que nous avons pu lui dire il y a pas longtemps. Dans le manifeste, il est dit très clairement qu'il n'y a pas de logistique urbaine durable sans une participation pleine et entière des professionnels et un partenariat avec les collectivités territoriales. Et quelque part, c'est un peu tout le sens, la finalité du programme Interlude. Ce programme Interlude, il a été retenu par le ministère de la Transition écologique, par celui des Transports. Il est financé par des certificats d'économie d'énergie, donc des obligés. Il est porté d'un point de vue méthodologique par l'ADEME, d'un point de vue opérationnel par le CEREMA qui travaille avec les collectivités territoriales, par la CGI qui représente une organisation professionnelle qui représente le commerce de gros et sa filiale, logistique low carbone, et puis par un cabinet Roseau pour toute la partie valorisation. Et derrière, des équipes qui sont là pour aller sur le terrain, côté CEREMA à la rencontre des collectivités territoriales, côté logistique low carbone à la rencontre de tous les opérateurs économiques et plus particulièrement des organisations professionnelles, parmi lesquelles bien évidemment TLF. Alors, de quoi s'agit-il? Rapidement, 3 objectifs. Le premier, c'est informer, sensibiliser, accompagner sur les enjeux de logistique urbaine durable les collectivités au sein de 257 EPCI de plus de 50 000 habitants. Ça veut dire l'essentiel de la trame urbaine en France. Ça veut dire aussi pas que des métropoles et des villes moyennes de moins de 100 000 habitants. Il y a là des demandes qui apparaissent dans les contacts que nous pouvons prendre. Et puis, la même chose pour les opérateurs économiques au sein de 150 EPCI sur les 257. Ça veut dire là aussi sensibiliser, mobiliser, partager, fédérer. C'est important qu'il y ait un travail commun, collectif, des priorités partagées. Deuxième objectif, un peu plus précis, c'est de mettre en œuvre, favoriser la mise en œuvre de ces chartes logistiques urbaines durables dont on a parlé ce matin. Je suis très heureux d'avoir entendu notamment le représentant de France Urbaine dire qu'il fallait le caler là-dessus. La charte urbaine ne s'impose pas, ce n'est pas une sorte de dogme qui viendrait de je ne sais trop où. C'est d'abord et avant tout un guide méthodologique avec une démarche qui a été des fiches actions pour opérationnaliser les choses, qui a été élaborée par l'ADEME en 2018, mais avec un principe important, c'est que c'est un engagement volontaire qui débouche sur une convention, une signature
entre la collectivité territoriale, l'EPCI, c'est important, et puis les représentants des opérateurs économiques. 50 chartes basées sur cet outil méthodologique, 50 chartes qui permettent du sur-mesure territorial, mais également de l'inscrire dans un cadre commun de référence. Essayer de faire converger là où c'est possible et en même temps d'enrichir la démarche de toutes les bonnes pratiques qu'on aura pu repérer dans ce travail que nous allons faire de rencontres, d'organisation de rendez-vous, de repérage dans ces 257 EPCI. Et puis le troisième objectif, c'est partager, mettre en commun des outils qu'on aura développés ensemble. Quels sont-ils? Une base de données, des bonnes pratiques côté collectivité territoriale, mais bonnes pratiques également côté opérateur économique, en partenariat avec France Mobilité. C'est développer des compétences par le truchement d'outils de formation, de guides, de supports à destination des fonctionnaires. Il a été dit qu'il fallait qu'il y ait une montée en compétences à l'intérieur des collectivités territoriales et puis également à destination des entreprises. Qu'est-ce qui change en termes de compétences quand on est dans ce type de démarche? Donc, c'est un travail que nous faisons. Et puis, troisièmement, expérimenter des applicatifs. On a parlé de la data qui peut permettre, dans le cadre d'applicatifs, de faciliter la vie des opérateurs économiques. C'est ce que nous allons essayer de faire de manière modeste, mais des prototypes, en espérant qu'ils pourront inspirer, innerver l'ensemble du territoire. Et puis, la troisième chose, le guide méthodologique lui-même, c'est le faire évoluer. C'est un travail qui va se faire de façon collective, le rendre plus accessible, pédagogiquement plus compréhensible, et que ça devienne non pas l'outil simplement à destination, à l'usage des collectivités territoriales, mais que ce soit l'outil utilisable par tous, y compris les opérateurs économiques, leurs représentants, les organisations professionnelles, bref, une sorte de bien commun, de socle commun de tous et pour tous. Voilà un petit peu, en quelques mots, ce que peut recouvrir le programme Interlude, et j'invite toutes celles et ceux qui assistent à ce webinaire, eh bien, de ne pas hésiter à nous contacter. Nous avons un site web, interlude.green, et nous sommes à votre disposition. Utilisez-nous comme nous-mêmes, nous allons utiliser vos contacts pour avancer, sachant que nous devons atteindre tous ces objectifs d'ici décembre 2022. Donc, nous avons véritablement besoin de votre concours. Merci beaucoup, Monsieur Lasserre. Je retiens donc collectif, guide et puis pédagogie. Et je ferai probablement une conclusion sur ceci. Vous m'avez inspiré. Merci, Charlotte. La question liée maintenant aux opérateurs. Tu représentes les opérateurs. Qu'est-ce que FM a mené comme action et va mener comme action pour diminuer les externalités de ces activités dans la logistique urbaine? Il y a plusieurs leviers. Qu'est-ce que tu pourrais nous décrire sur une entreprise comme la vôtre, sur les actions qui ont été entreprises et qui sont en prospective aussi? D'accord. Merci beaucoup, Tariel. Vous m'entendez bien? C'est bon? Désolée pour le petit enfant qui passe, c'est grève aujourd'hui, donc on s'adapte. Et puis d'abord, bravo, Tariel. Merci parce que c'est l'anniversaire de la loi Copé-Zimmermann. Je vois que votre table ronde est à parfaite parité, ce qui n'est pas toujours facile en logistique et en transport, donc voilà. Absolument. Petit clin donc juste peut-être un mot sur FM Logistique pour ceux qui connaîtraient peu ou pas, un peu moins connu peut-être que DB Schenker. Donc c'est un groupe familial dont le siège historique est d'ailleurs tout près de Strasbourg, à 50 km de Strasbourg. Et donc on est une entreprise de 27 000 collaborateurs présents dans 14 pays et on a 3 activités principales, la logistique, le stockage, le transport et une activité aussi de co-packing qui pose bien des questions en matière d'externalité et de ressources, notamment sur les circuits courts. Bon. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc c'est un groupe, et c'est important je pense de le dire pour démarrer ce sujet, qui combine à la fois en fait des valeurs familiales, c'est un groupe familial et donc qui depuis longtemps met au goût du jour des éléments de bon sens qui sont très à la mode et qui reviennent à la mode en ces temps de sobriété environnementale, on va dire, mais aussi un groupe important, et c'est un autre sujet qui me tient à cœur aussi, c'est l'idée qu'un gros groupe logistique comme DB Schenker, comme FM Logistique apporte des volumes
et donc apporte des solutions qui sont pas uniquement des pilotes d'époque, mais qui cherchent régulièrement une forme de réplicabilité dans le monde entier. Voilà, donc les initiatives dont je vais vous parler aujourd'hui, certaines sont des pilotes, certaines sont déjà répliquées et réplicables. 3 grands sujets dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui autour de la logistique urbaine. Le premier mot-clé pour moi, c'est la mutualisation, et la mutualisation de bout en bout. D'abord, pourquoi la mutualisation? Parce que c'est quand même un peu le premier boulot d'un opérateur logistique. Après, on a vraiment beaucoup de leviers en termes de coopération, en termes d'énergie alternative, on y reviendra, et d'autres en ont parlé avant. Mais nous, notre travail, c'est quand même la massification, la mutualisation. Et on parle beaucoup de logistique urbaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, pour des opérateurs logistiques, ça commence déjà avant la ville, et ça commence notamment dans les entrepôts logistiques régionaux, et c'est pour cela que depuis 10 ans à peu près, on a développé, on n'est pas les seuls, mais on est probablement un des champions du sujet, une expertise dans ce qu'on appelle le pooling. Pour ceux qui connaîtraient pas, le pooling, c'est le regroupement de plusieurs industriels dans des mêmes camions pour des mêmes destinations, de mêmes distributeurs, ce qui permet en réalité de faire des livraisons plus fréquentes, mais plus massifiées, et donc des externalités négatives et une congestion, pollution de l'air, congestion moins forte. Rien qu'en France, on a à peu près 7 pools. Un pool, juste pour vous donner un ordre de grandeur en termes de volume, ça peut représenter jusqu'à 10 industriels, c'est à peu près 1 million de palettes par an, et ça peut aller jusqu'à moins 35 d'émissions CO2, ce qui évité par le regroupement de ces industriels. Et ça, évidemment, c'est du transport longue distance, mais c'est la ville. Et donc, on a greffé ce sujet du pooling, qui était, je parlais de bon sens paysan, enfin en tout cas de bon sens avant, c'était bien l'idée, c'était de dire on regroupe pour aussi dérisquer nos business. On a greffé ce pooling à notre offre de CityLogin, notre offre de logistique urbaine qui est aujourd'hui présente dans une 20aine de villes en Europe. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un départ pour les flux B2C, mais on parlera des flux B2B, on parlera des flux B2C, de la part de nos entrepôts régionaux à peu près 50-100 km, qui soient poolés, partant vers des semis qui soient vraiment, dont le taux de chargement est optimisé, qui puissent arriver soit directement vers les magasins de distribution, soit pour certains flux, qui soient séparés, répartis dans des centres de logistique urbaine urbains, et qui nous permettent du coup de faire le dernier kilomètre, le dernier mètre avec des véhicules propres, voire de la mobilité douce quand les flux s'y prêtent. Voilà. Donc la mutualisation, c'est vraiment une mutualisation de la ville du dernier kilomètre, mais déjà des derniers 50 kilomètres d'avant. Voilà. Un point nouveau et qui est en train de naître chez FM Logistique et pas que, c'est l'hybridation des flux. C'est-à-dire qu'il est insupportable pour nous tous, même citoyens, de se dire qu'il y a des camions qui viennent avec des pas remplis à plein, qui repartent vides. Voilà, donc une des options qu'on est en train de travailler et que seuls les opérateurs à gros volume aujourd'hui peuvent travailler, c'est l'hybridation des flux B2B, B2C pour notamment favoriser la reverse logistique. Ça, c'était le premier point, la mutualisation. Le deuxième sujet, et c'était un peu l'idée de la table ronde, je crois, c'est de travailler sur les tendances de consommation. Une des grosses tendances de consommation récentes, ça a été dit à la première table ronde, c'est l'omnicanalité. C'est le besoin d'omnicanalité, en tout cas. Et donc, il y a une autre conviction qui est très forte chez FM Logistique, c'est qu'il faut, autant que faire se peut, éviter la livraison à domicile, qui est source d'externalités négatives importantes. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de proposer ce qu'on appelle des CityLogin Corners, c'est-à-dire des espaces en ville, outdoor ou indoor, donc à l'air libre ou dans des magasins, qui puissent permettre en fait plusieurs services, notamment du retrait de marchandises multi-enseignes, c'est-à-dire pas uniquement mono-enseigne, mais multi-enseigne, donc une sorte de point relais. Aussi un stock tampon pour des commerces. Il y a une tendance très forte qui a émergé pendant la crise, c'est les livraisons, ce qu'on a appelé le local to local. C'est l'idée qu'effectivement, un certain nombre de commerçants empêchés par
une petite crisounette qui est en train de passer, de pouvoir travailler, où on commençait à faire des livraisons, bon, notamment d'alimentaire, mais pas que. Mais demain, on peut imaginer qu'un commerçant de quartier, type boucher, peut mettre à disposition dans ses City Login Corner, en dehors des horaires d'ouverture, de la marchandise à 2 pas de chez lui, et ce qui me permet, moi, jeune femme active, maman qui rentre tard, d'aller chercher ma côte de bœuf à 19h45 quand mon boucher est fermé. Voilà. Donc on est bien dans une logique d'accompagner les tendances de consommation, évidemment de stimuler l'activité économique en centre-ville, et puis de permettre évidemment par ces espaces urbains la livraison en mode doux à partir de ces espaces mutualisés. Voilà. Et puis évidemment, on imagine aussi que ça peut être un lieu de retour de contenants réutilisables, puisqu'on sait qu'une des grosses tendances de consommation qu'on veut notamment pousser en milieu urbain, mais pas que, c'est le vrac. Et donc, pour faciliter le vrac, il va falloir travailler sur une logistique de la reverse. Et donc là, si on n'a pas des espaces de collecte qui soient possibles, on aura vraiment beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, nous, notre idée pour accompagner l'omnicanalité, c'est la mise en place de ces corners qui soient à la fois multi-services, multi-enseignes et qui permettent une expérience collaborateur et des services additionnels et qui soit une sorte de nouveau magasin de consignes accessible H24. Le troisième sujet, on en a parlé pas mal, c'est le bâtiment urbain, l'immobilier urbain, mais je pense qu'il y a, si je dois synthétiser les leviers sur lesquels les logisticiens aujourd'hui s'appuient sur l'immobilier urbain, il y en a 3. La mixité des usages, on le voit, c'est l'exemple classique de la Chapelle internationale. La verticalité, d'autres collègues spécialistes de l'immobilier urbain travaillent beaucoup ces sujets-là et ça a été fait notamment dans certains pays comme au Japon. Et c'est pas simple, mais ça se fait de plus en plus du fait de la rareté du mètre carré. Et le troisième levier, c'est la modularité, c'est-à-dire utiliser des espaces soit parce qu'ils, pour des raisons temporaires, ils sont pas utilisés, par exemple, c'est le cas des parkings, ou pour des raisons plus structurelles, et c'est le cas d'un projet qu'on mène en ce moment en Île-de-France, avec le soutien de la région de France et le projet Plume, soit parce que ces bâtiments sont en vacances administratives. On peut avoir une vacance administrative qui va de 12 mois, 24 mois, voire même 3 ans dans certains cas. Et donc, pendant ce temps-là, ces espaces, c'est des charges pour les propriétaires, ils ne servent à rien. Et donc, on imagine, avec le projet Plume, pouvoir investir ces espaces de manière temporaire, on s'entend, 12 mois, 24 mois, et imaginer avec de la R&D, en fait, des espaces qui soient complètement plug and play, quasiment voilà, en petite boîte, qu'on puisse déplacer. La modularité en immobilier, c'est vraiment un concept, je pense, dont il faut qu'on s'inspire beaucoup plus. Voilà, donc c'est 3 exemples de ce qu'on peut faire en termes de levier, mutualisation, omnicanalité et puis modularité dans les bâtiments urbains. Merci bien, Charlotte. Ça montre effectivement tout le large spectre que les entreprises doivent appréhender pour tacler la question effectivement de la livraison urbaine plus éco-responsable. Écoutez, on arrive à la fin de ces 4 interventions. Merci beaucoup. On va rebondir sur quelques questions. Jérôme, est-ce que c'est toi qui prends les questions qui ont été mises en avant ? Ou est-ce que je peux me permettre effectivement de poser quand même une question qui revient pour la mairie de Paris ou pour Paris et qui touche effectivement à la question de la capacité de pouvoir transformer tout l'écosystème pour pouvoir supprimer le diesel en 2024. Je crois que c'est le sujet sur lequel on a besoin d'encore un peu de précision et d'éclaircissement. Est-ce qu'on voit les efforts qui sont faits à bien des égards par les transporteurs, commissionnaires de transport et toute cette massification, mais le temps rapproche et donc effectivement tout ce parc de véhicules, comment est-ce qu'on est en capacité finalement de pouvoir le libérer du diesel pour atteindre l'objectif qui a été fixé. Ah, on vous entend pas, monsieur. Un micro. L'objectif de sortir du diesel, c'est pas un objectif uniquement parisien, c'est un objectif qui devrait nous unir là-dessus, nous unir avec les autres collectivités territoriales. Et je sais que Strasbourg est très en pointe sur ce sujet.
mais aussi nous unir avec l'ensemble des acteurs professionnels et avec l'ensemble des acteurs institutionnels. Et je crois que là-dessus, nous travaillons à accompagner les acteurs, à leur proposer de nouvelles solutions, à garantir un certain nombre d'aides pour leur permettre d'aller vers des véhicules qui soient des véhicules non diesel, plus propres, qui se respectent, en tout cas qui rentrent dans notre stratégie globale. Nous travaillons à la mutualisation, ce que vous avez dit, Madame, sur la question notamment des camions qui sont mutualisés ou de l'usage, par exemple, d'un foncier qui, avec des corners multi-marques, si j'ai bien tout compris, eh bien, c'est exactement ce vers quoi nous souhaitons aller en termes de logistique urbaine et de propositions. Tout ça fait partie d'une stratégie qui est une stratégie que nous mettons en place à Paris. Mais je vais vous dire, et on va se le dire ici, c'est que les collectivités territoriales, évidemment, elles ont un levier d'action qui est un levier d'action important, mais ces objectifs-là, ils doivent être partagés aussi par l'État et par la région. C'est avec eux aussi que nous devons travailler. Alors la question des aides, nous ne pouvons pas être seuls sur ce front. Sur l'accompagnement des logisticiens, des acteurs professionnels vers une motorisation qui est une motorisation plus propre. Et c'est ce que nous continuons à faire lorsque nous avons des échanges sur la question de la ZFE qui est devenue un point, une priorité qui est une priorité nationale prise par le président de la République lui-même, puisqu'il a réuni l'ensemble des maires de grandes villes pour échanger sur la question des ZFE et des modalités d'application de cette ZFE. Eh bien, nous attendons de lui, bien sûr, d'avoir des échanges réguliers, mais nous attendons de lui qu'il nous aide aussi en termes financiers à permettre à la fois que ces ZFE soient effectives, donc évidemment un côté où on peut contrôler, mais plus que le contrôle, nous souhaitons, nous, accompagner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient individuels ou professionnels, vers une démotorisation qui respecte le cadre aujourd'hui réglementaire qui s'impose à l'ensemble des collectivités et qui est effectivement un cadre qui nous amène vers une flotte qui est une flotte à moindre émission carbone. Donc, je ne veux pas botter en touche, je peux encore développer, si vous voulez, les actions que nous menons très concrètes sur le territoire parisien. Mais ce que je veux ici dire, c'est que cette stratégie-là, si nous sommes d'accord avec l'objectif qui est un objectif à la fois en termes de qualité de l'air et des objectifs en termes que je qualifierais d'écolo au sens très large, eh bien, il faut une mobilisation qui est une mobilisation générale. C'est cette mobilisation générale à laquelle nous travaillons aujourd'hui avec l'État. Demain, je rencontre le ministre des Transports. Ça fait partie eh bien, de la liste de courses sur laquelle moi je souhaite travailler. Et au sein avec la région, nous cherchons aussi à mettre, et avec la métropole évidemment du Grand Paris, nous cherchons aussi à mettre en adéquation non pas simplement des zones de contrôle, mais aussi des mécanismes d'accompagnement et de nouvelles solutions. Parce que l'accompagnement du thermique vers, par exemple, l'électrique, c'est une solution pour un certain nombre d'acteurs qui ne peuvent pas aujourd'hui se passer de ce type de véhicule. Mais encore une fois, la mutualisation, le passage vers la cyclologistique, de nouvelles solutions peuvent aussi être adaptées pour d'autres acteurs et qui ont d'autres activités, d'autres business, d'autres contraintes sur lesquelles, eh bien, c'est aussi vers ça que nous souhaitons les amener. Et pour tout ça, nous avons besoin, eh bien, par exemple, de schémas directeurs sur la question du GNV ou de l'hydrogène. Nous avons besoin d'aides supplémentaires pour accompagner les acteurs vers des motorisations qui soient des motorisations plus vertueuses. Nous avons besoin d'accompagnement pour mettre en place des infrastructures pour permettre à celles et ceux qui souhaitent faire le pas vers des motorisations plus vertueuses, eh bien, de pouvoir le faire dans des bonnes conditions de travail. Et nous avons besoin de la mobilisation aussi des industriels, et j'en terminerai là, pour qu'ils puissent faire des propositions aux acteurs qui aujourd'hui, sur certains véhicules, on peut quand même le dire, eh bien, c'est difficile de pouvoir acquérir des véhicules dits propres
qui soit à la fois accessible, parce que c'est quand même important, surtout dans cette période de crise économique, et qui répondent à nos grands enjeux. Donc, on a besoin aussi d'avoir une filière industrielle qui soit plus mature pour permettre aux acteurs de travailler dans de bonnes conditions. Donc, je sais que le sujet est éminemment complexe et très ambitieux, mais je crois qu'il faut à un moment, on est aussi dans une forme de compétition et de compétition pas économique, mais de compétition avec les dérèglements climatiques et pour la santé des gens. Et je crois qu'il faut se fixer des objectifs ambitieux. C'est ensemble. Merci bien pour ces explications et je pense qu'effectivement le chemin est clair. Madame Jean, les acteurs peuvent faire, les citoyens peuvent faire aussi. Et je pense que cette question peut être prise par vous-même et par Monsieur Lasserre aussi. Comment responsabiliser également les consommateurs sur l'éco-responsabilité sur les flux logistiques, hein. Avant, le consommateur ne voyait pas les flux logistiques. Aujourd'hui, on est rentré dans la livraison à domicile, même si effectivement c'est un enjeu. Donc, le destinataire final se rend compte qu'il y a une chaîne logistique. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser aussi l'acheteur et donc, ça ferait rebondir peut-être la question à Monsieur Lasserre sur est-ce qu'il faut écrire un guide aussi pour le citoyen ou l'éco-citoyen. Madame Jean. Oui, je crois qu'il faut vraiment associer tous les acteurs dans cette démarche. Les collectivités territoriales doivent agir les unes avec les autres dans l'imbrication des champs de compétences qui sont les leurs. Agir bien sûr avec les acteurs économiques. Dès que notre table ronde sera finie, j'irai rejoindre une réunion d'acteurs économiques dans le cadre de la mise en place de la ZFE à Strasbourg pour trouver ensemble les voies et moyens de le mettre en place intelligemment. On a toute la série de mêmes idées que celle qu'a exposée David Béliard sur la mutualisation des nouveaux systèmes, des groupements d'achat pour des véhicules plus sobres, etc. Donc, c'est la concertation avec les partenaires. C'est la concertation avec l'ensemble des communes concernées. On a au niveau de la métropole un objectif sur la ZFE métropolitaine, un objectif plus ambitieux sur la ZFE Strasbourg. On voit bien qu'il faut absolument imbriquer très finement l'ensemble et il faut que l'ensemble des maires en soient partie prenante et travailler avec l'ensemble des maires des communes, y compris les petites, est aussi une façon de mieux toucher les citoyens. Et puis, il faut aussi travailler avec les citoyens directement. En effet, saisir toutes les occasions de communiquer pour que chacun comprenne ce qu'il y a derrière l'acte d'achat, comprenne ce qu'il y a derrière l'achat e-commerce que les circonstances ont fait fortement augmenter et du coup les conséquences que cela a sur les livraisons, mais aussi dans le cadre d'un débat citoyen. En tout cas, c'est ce que nous prévoyons de faire à Strasbourg. Dans le cadre de notre concertation sur la ZFE, nous menons actuellement 3 démarches en parallèle, une de concertation avec l'ensemble des élus du territoire métropolitain, une avec les acteurs économiques, et bien sûr dans les acteurs économiques, il y a les acteurs de la logistique, et une concertation citoyenne. On a prévu une conférence citoyenne entre avril et juin de cette année pour poser tous les éléments sur la table et qu'une fois que ces 3 démarches de co-construction, de consultation ont été menées, de lancer à ce moment-là la consultation officielle des personnes publiques associées à partir du mois d'août de cette année pour avancer dans le calendrier de la ZFE et de la sortie du diesel. Donc voilà, pas de recette miracle, simplement de dire qu'il faut effectivement concerter avec tous et parler et que ça ne concerne pas que ni les acteurs économiques ni les collectivités, mais que ça soit bien un débat approprié par tous. Et j'ajouterais que les salariés des entreprises sont aussi citoyens et que cette dimension-là, elle est de plus en plus aujourd'hui comprise et traduite et qu'on doit aussi s'appuyer dessus et jouer sur les comportements vertueux qui peuvent se générer de ce fait. Merci. Oui, alors, c'est quelque part, c'est un tout. J'ai souvenir que pendant le confinement, lorsque s'est posée la question de l'ouverture l'accueil des enfants dans les classes, il y a eu tout un débat pour dire, au fond, toutes celles et ceux qui sont partie prenante de la logistique font partie des emplois essentiels, ce qui était, je trouve, une bonne manière de montrer l'importance de ce que représente cette activité. Et c'est une façon d'aller dans cette direction, autrement dit, pédagogique, qui consisterait à illustrer par le truchement, par exemple, de l'école, qui est un lieu idéal, d'expliquer en quoi et comment il y a des flux dans un territoire urbain et ces flux sont importants, il faut les partager. Mais ça s'accompagne de 2 autres leviers, je trouve.
Le deuxième levier, c'est vis-à-vis de la fonction publique territoriale. Il faut qu'elle ait les moyens, qu'elle soit en capacité de pouvoir remplir pleinement son rôle, d'une part, et d'autre part, les montées en compétences sur tout ce que recouvre la logistique urbaine, parce que comme ça a été dit, il y a des compétences sur la mobilité des voyageurs, elles sont à développer sur la partie marchandises. Et puis la troisième chose, il y a, pour que ça fonctionne, que tout ceci puisse être articulé, eh bien, la place des opérateurs économiques. Et pour ma part, je me permettrai une image un peu audacieuse. Quelque part, on a beaucoup parlé de démocratie participative pour les habitants. Eh bien, il y a quelque chose qui s'apparente également pour les opérateurs économiques. L'opérateur économique qui intervient dans l'espace urbain, il permet d'approvisionner la ville, c'est un service clé. Eh bien, quelque part, il y a inventé cette forme de participation. Et pour qu'elle puisse fonctionner, c'est bien voir s'il y a une bonne représentation, une exhaustivité de tous les acteurs économiques et que ça puisse s'inscrire dans la durée. Ce sont les trois éléments ensemble qui vont peut-être permettre de réussir un peu ce pari d'une évolution vers une logistique durable, partagée, partenariale, sans laquelle je ne pense pas que ça puisse évoluer dans le bon sens, avec derrière cette idée centrale de la méthode qui a été mise en avant par le président et qui a été reprise dans les témoignages, notamment présentés par Charlotte. Charlotte, tu veux réagir, effectivement. Oui. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je prends souvent l'exemple très basique de deux paquets de papier toilette qui sont achetés par un consommateur. Et en fait, les deux mêmes papiers, ils ont la même tête, la même marque et le même prix. Simplement, il y en a un qui a été stocké dans un entrepôt passoire, livré au diesel qui pollue et emballé par des machines, et l'autre, il a été stocké dans un entrepôt vert plus, délivré par du cyclobike et puis avec des personnes en situation d'insertion professionnelle. Je tire un peu le trait, mais certainement que si le consommateur sait pas, il achèterait probablement au même prix le papier toilette le plus vertueux. Donc je pense qu'on a évidemment tous à faire là-dedans. Il y a quand même aujourd'hui des moyens de faire de la traçabilité sans aller forcément jusqu'à l'étiquetage environnemental, c'est parce que c'est complexe, mais je crois qu'on a un boulevard pour aider nos concitoyens à comprendre ce qui est un peu moins bien, un peu mieux, et être des consommateurs. Merci à tous les trois pour cette réponse unique cette question unique et ces réponses multiples. Jérôme, on arrive à la fin du temps ? Oui, on arrive à la fin du temps. Faut malheureusement stopper. C'est un vaste sujet qui pourrait nous tenir toute la journée. On pourrait même faire un séminaire de plusieurs jours sur ce sujet. Écoutez, je vais conclure, si vous le voulez bien, conclure surtout cette matinée, pas l'intégralité des tables rondes, mais naturellement remercier l'ensemble des intervenants donc de ces deux tables rondes, de cette table ronde, mais bien sûr de celle du matin également, de remercier chaleureusement donc nos deux animateurs qui sont aussi les grands animateurs de ces sujets au sein de l'Union TLF, et on les remercie vivement. Je tiens quand même à vous signaler que vous étiez plus de 120 participants. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et merci encore donc de cette conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Au revoir.